Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Semaine décisive pour la loi El Khomri. L'exécutif a 2 jours pour déminer le terrain des contestations avant la mobilisation prévue mercredi. Manuel Valls promet des améliorations au projet. Jusqu'où peut-il aller? Alors que Force ouvrière et la CGT semblent s'engager dans un bras de fer avec le gouvernement. Ils exigent le retrait du texte. Analyse et débat à suivre. Les Calaisiens en colère à Paris. Les habitants et les commerçants de cette ville touchés de plein fouet par les crises économiques et migratoires ont défilé sous les fenêtres de Bercy avant d'être reçus à l'Elysée. Ils réclament des mesures pour redorer l'image de leur ville. Vous les entendrez dans cette édition. Sommet Union européenne-Turquie, le rendez-vous de la dernière chance pour sortir de la crise des migrants. Et le défi est de taille. Il s'agit de fermer la route des Balkans, empruntée par des milliers de demandeurs d'asile, tout en s'assurant du soutien de la Turquie et en aidant davantage la Grèce. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Saberia Rojek, salle des conférences au Sénat, et Tam Tranui à Matignon, le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex en prenant tout de suite la direction de Matignon où nous attend notre journaliste Tam Tranui. Tam, les concertations ont commencé ce matin. Laurent Berger est entendu en ce moment par Manuel Valls. On sait bien que la position de la CFDT sur la loi El Khomri sera cruciale pour la suite du mouvement cette semaine. Oui, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui vient de sortir de son entretien avec Manuel Valls. Il était également avec Muriel El Khomri et Emmanuel Macron. Laurent Berger qui a eu droit à un entretien plus long que les autres partenaires sociaux. Aujourd'hui, 1h30 au lieu d'1 heure. Il faut dire que contrairement à FO ou la CGT qui était reçue ce matin, le syndicat réformiste est prêt à la discussion. Alors, Laurent Berger estime que tout n'est pas jeté dans le texte, notamment le compte personnel d'activité, mais aussi des mesures qui visent à encadrer les travailleurs détachés, mais il y a des points auxquels la CFDT est farouchement opposée, par exemple la modulation du temps de travail des salariés des PME ou bien encore les fameuses indemnités en cas de licenciement abusif, les indemnités prud'homales, un point sur lequel Manuel Valls a dit qu'il était prêt hier à la discussion. Il a ouvert la porte à la discussion, à des améliorations. C'était donc hier et Laurent Berger vient de sortir de son entretien de Matignon. Merci beaucoup Tam et je vous propose d'ailleurs d'écouter Laurent Berger. On se retrouve juste après. Vous êtes sympa, mais quand je n'ai pas du tout Laurent Berger, que je ne sais pas ce qu'il dit, c'est génial pour faire un papier. Il ne faut pas passer par moi. Alors on n'entend pas, Laurent Berger, nous avons des problèmes techniques. On reviendra bien sûr sur les déclarations de la CFDT dans cette édition. Pour comprendre les enjeux de ces concertations qui ont débuté aujourd'hui, la négociation s'annonce très serrée pour le Premier ministre. Toute la journée, Emmanuel Valls reçoit les leaders des syndicats pour tenter de trouver une sortie de crise sur la loi El Khomri. Il a promis des améliorations, mais je vous le disais, Force ouvrière et la CGT ne veulent pas en entendre parler, exigent le retrait pur et simple du texte. Stéphane Amalian. Écouter les syndicats pour améliorer le projet de loi. C'est ce qu'a souhaité le gouvernement en recevant aujourd'hui les partenaires sociaux très critiques à l'égard du texte. Il y a des inquiétudes, il y a des interrogations sincères. C'est l'objet justement de ces 15 jours que nous avons souhaité avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie, afin de pouvoir concerter avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Une concertation qui vise à ne modifier que certains aspects du projet. Dès son arrivée, Jean-Claude Mailly a fait savoir qu'il en contestait la logique même. Je suis venu pour dire au Premier ministre ce que nous pensons de l'avant-projet de loi, à savoir où, ce qui n'est pas le cas pour le moment, il le suspend, ça veut dire qu'on ne met pas de calendrier, on rediscute de tout et on prend le temps, sinon c'est le retrait, et si c'est le retrait, ça veut dire qu'on rentre dans un bras de fer. Une position radicale que partage la CGT. On a demandé donc son retrait, une remise à plat du dossier pour pouvoir rediscuter point par point de l'ensemble des questions qui sont posées. Pour la CFTC, le gouvernement se veut conciliant et adopte une posture constructive. Pour l'instant, sur la méthode de travail, confiant. Quand on vous dit qu'on va vous écouter toute la semaine, qu'on vous transmettra les projets pour pouvoir réagir et les réamender, je pense que c'est une méthode de travail qui nous va bien. Maintenant, on ne peut pas préjuger non plus du projet qui sera mis sur la table le 14.
Avec ces 2 jours de négociations, Matignon tente de désamorcer la contestation. La CGT et Force ouvrière appellent toujours à manifester le 9 mars contre le projet de loi El Khomri. Alors quels sont les points de tension sur cet avant-projet de loi et sur lesquels le gouvernement pourrait revoir sa copie? Élément de réponse avec Audrey Vuettaz. Manuel Valls veut tenir ses promesses. Le projet de loi El Khomri sera bien amendé à l'issue d'un marathon de concertation et c'est le ministre de l'économie qui le fait savoir. Et le Premier ministre aura l'occasion lundi prochain de rendre compte justement des améliorations qui auront été décidées à l'issue de ces échanges. En sortant de réunion, Philippe Louis, président de la CFTC, syndicat dit réformiste, a le sourire. 2 points ont de bonnes chances d'être améliorés. Tout d'abord, la barémisation des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Le projet de loi prévoit une indemnisation en fonction de l'ancienneté avec un plafond fixé à 15 mois de salaire, mais le gouvernement est prêt à lâcher du lest. Ce qui a été évoqué, c'est de bouger ce qui a été proposé par rapport au barème. On a plaidé pour le retrait, voire pour avoir un barème indicatif. Bon, aucune porte n'est fermée. Deuxième point de discussion, le licenciement économique. Pour l'instant, le texte prévoit d'évaluer les difficultés d'une entreprise sur le plan national. Mais les syndicats craignent que les multinationales n'en profitent pour licencier en France alors qu'elles restent bénéficiaires à l'étranger. Là, clairement, il y a aussi une ouverture. Donc, le projet de loi est rédigé de telle sorte où, à la limite, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que demain, il y aura effectivement à pouvoir aller voir la situation économique d'un groupe. Reste maintenant au gouvernement à œuvrer sans froisser le patronat, qui a déjà mis en garde contre un affadissement de la réforme. Confusion au sommet de l'État sur l'avenir de Fessenheim. Selon Emmanuel Cos, la ministre du Logement, la plus vieille centrale nucléaire française cessera son activité fin 2016, contrairement à ce qu'envisagent François Hollande et Ségolène Royal. Un cafouillage qui interroge sur l'évolution de la politique énergétique française. Jordan Klein. C'était une des promesses de François Hollande. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Depuis, la fermeture de Fessenheim est un vrai casse-tête pour le gouvernement. La centrale fêtera ses 40 ans l'année prochaine, durée de vie maximum autorisée en France. Mais Ségolène Royal souhaite entamer la procédure de fermeture d'ici fin juin pour un arrêt total en 2018. Une déclaration qui témoigne d'un cafouillage dans le gouvernement quand ce matin les ministres écologistes affirment le contraire. Le président de la République s'est engagé à fermer Fessenheim d'ici la fin 2016. C'est ça la date. La fin 2016, la fin de cette année-là. Oui, Fessenheim sera fermé d'ici la fin 2016. Reprenez les déclarations. Mais vous y croyez-vous? Pas d'ici fin 2016. Moi, j'ai toujours cru à la parole présidentielle sur Emmanuel. Mais François Hollande n'est plus de cet avis. En septembre dernier, il a déclaré que la centrale du Haut-Rhin ne fermerait pas en 2016, dû au retard pris dans la construction de l'EPR de Flamanville. Les Verts dénoncent ces nouveaux réacteurs qui seraient beaucoup trop coûteux. L'EPR est une impasse économique et industrielle et commerciale. C'est Vous dites ça en tant que membre du gouvernement? Oui, je le dis et je l'assume. Triplement du coût de Flamanville. Le réacteur finlandais, on ne sait pas où on en est parce que même maintenant les Finlandais veulent faire des recours contre le constructeur. La centrale de Fessenheim se trouve à la limite de la frontière bavaroise et inquiète outre-Rhin. La semaine dernière, les Allemands se sont immiscés dans les débats. Ils réclament sa fermeture le plus vite possible et pointent du doigt un incident de 2014 qui avait provoqué l'arrêt des réacteurs. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec votre invitée aujourd'hui, la sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, Leïla Houchi. Que pense-t-elle de ces atermoiements du gouvernement sur la question de Fessenheim ? Leïla Houchi, on vient de le voir, donc il règne une grande confusion sur cette question de la fermeture de Fessenheim. Est-ce que selon vous, la fermeture de cette centrale, qui est la plus vieille centrale française, est-elle envisageable dans les mois qui viennent ? Elle est envisageable dans les mois qui viennent. Il faut quand même savoir qu'une centrale ne se ferme pas de manière aussi simple qu'on veut bien le croire. Évidemment, il faut que notre pays impulse une dynamique en décroissance de l'énergie nucléaire, en imaginant évidemment de réduire notre parc nucléaire. Maintenant, il faut le construire sur un temps, un moyen et long terme, parce que c'est pas des choses. La fermeture d'une centrale nucléaire ne s'improvise pas. C'est un vrai sujet. Alors c'est pas ce que disait Emmanuel Cos hier justement dans cette interview, dans laquelle elle disait qu'il n'y a rien de plus simple que de fermer un réacteur. Non, on peut pas dire ça de cette manière. Faut arrêter aussi. Ce sont ces mots. Faut pas faire de la démagogie. Une centrale nucléaire
nucléaire, ça se serait si ça se fermait de manière aussi rapide et simple. Maintenant, il faut fermer Fessenheim. Évidemment, il faut y réfléchir de manière plus qu'active puisqu'elle est en fin de parcours et le coût de sa rénovation coûtera infiniment plus cher que de la fermer. Donc c'est une vraie impasse économique et je pense qu'on doit avoir un vrai débat lucide, absolument pas démagogique, sur le coût réel de l'énergie nucléaire en France. Comment on sort de l'impasse nucléaire en France? Ségolène Royal annonce la semaine dernière le prolongement de la durée de vie des centrales, hormis Fessenheim bien sûr. Mais c'est forcément incompatible avec la loi de transition énergétique qui permet de réduire, qui pousse à réduire la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025. C'est irréalisable. Mais c'est bien pour ça qu'on est sur des sujets. C'est justement tout le problème de la question énergétique telle qu'elle est traitée en France, et particulièrement par ce gouvernement. On doit réduire l'énergie nucléaire en France. C'est une énergie qui coûte extrêmement cher et qui est dangereuse, il faut quand même le dire. Et de toute manière, l'EPR est aussi une impasse économique. Et il faut arrêter de dire tout et son contraire. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir une vision sur cette question qui soit claire et lucide. On doit investir dans les énergies renouvelables. Le nucléaire n'est pas l'énergie de demain. Alors, il faut arrêter l'EPR est une impasse économique. Emmanuel Macron, à l'instant, a déclaré justement qu'il soutenait non seulement la direction d'EDF, qui tangue en ce moment avec la démission de son directeur financier, mais également le projet de la construction de 2 EPR à Hinkley Point en Angleterre. Justement, on comprend plus rien, puisque à Flamanville, la centrale coûte extrêmement cher. On propose de continuer sur le projet de la centrale nucléaire en Grande-Bretagne. On marche complètement sur la tête. Il faut absolument avoir un discours cohérent, avoir une vision globale et cohérente pour les années à venir, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et là, justement, on nous envoie des signaux totalement contradictoires. On a l'impression comme une forme d'amateurisme sur un sujet d'envergure. L'énergie est stratégique pour la France. L'énergie nucléaire nous coûte extrêmement cher et c'est une énergie dangereuse. Il faut réfléchir sur cette question de manière absolument dépassionnée. Arrêter aussi d'avoir des discours démagogiques sur cette question. Arrêter de nous faire croire que l'EPR ne coûte pas cher. On a bien compris votre position. Merci beaucoup, Leïla Hachid, de nous avoir répondu en direct. Merci beaucoup, Saveria. Dans le reste de l'actualité, l'accueil des premiers réfugiés à Grande-Synthe, un camp de migrants aux normes internationales, le premier du genre en France, qui a ouvert ses portes sans le soutien de l'État, alors que se tient aujourd'hui un sommet Europe-Turquie qualifié de rendez-vous de la dernière chance pour trouver une sortie à la crise des migrants. Paris et Berlin misent sur le soutien de la Turquie et se disent prêts à soutenir davantage la Grèce. Nathalie Guilloire. Encore un sommet de la dernière chance, avec pour objectif réduire l'arrivée des migrants en Grèce. Au centre de discussion, la Turquie, c'est elle qui serait la clé de cette crise migratoire. Dès son arrivée à Bruxelles, François Hollande demande à Ankara de tenir ses promesses. Il faut qu'il y ait aussi des engagements de la Turquie par rapport à la lutte contre les passeurs. Et ça suppose aussi que la Turquie puisse avoir des conditions de réadmission, c'est-à-dire reprendre un certain nombre de migrants qui sont partis de Turquie et sont allés vers l'Europe. Aujourd'hui, la Turquie accueille sur son territoire près de 2,5 millions de migrants. Présente à la table des négociations, Ankara tente d'imposer ses conditions. Ce sommet montre à quel point la Turquie est indispensable à l'Union européenne et l'Europe à la Turquie. Nous avons beaucoup de défis devant nous et le seul moyen de les relever est la solidarité. Pour réduire l'afflux des migrants, une piste est évoquée, la fermeture de la route des Balkans, un point sensible qui ne fait pas l'unanimité. Il ne s'agit pas de fermer quoi que ce soit, mais de trouver une solution durable avec la Turquie. Pour trouver une solution, l'Union européenne doit s'unir. C'est déjà le 2e sommet en moins de 4 mois. Une aide de 3 milliards a été versée à la Turquie, mais le plan d'action signé avec Ankara tarde à se concrétiser. Avec un sénateur. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de 2 sénateurs socialistes d'Ille-et-Vilaine, Jean-Louis Touraine et Sylvie Robert. Tous 2 élus en 2014, ils travaillent main dans la main sur le terrain. Un moyen d'être plus efficace dans leur département, un département à la population vieillissante et où la solidarité joue un rôle essentiel. Reportage de Louis Sibylle. Sylvie Robert, je suis sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Jean-Louis Touraine, sénateur d'Ille-et-Vilaine également. Tous les mois, on fait une visite d'un canton de notre département, tous les 2. On y va ? On y va. C'est un binôme qui ne la joue pas perso.
Raté. Un binôme breton. Ça, c'est des jeux anciens gallo. En visite ce matin-là dans un parc de loisirs dédié aux jeux traditionnels de la région, Jean-Louis Touraine et Sylvie Robert font équipe depuis longtemps. Ils avaient déjà fait campagne ensemble pour les élections sénatoriales de 2014. Opération réussie, et depuis, ils mutualisent leurs moyens. On a des bureaux dans le même lieu, on fait des rendez-vous communs. C'est une façon aussi de montrer que voilà, on peut travailler ensemble, même sur des problématiques différentes qu'on relaie du coup différemment. L'une des problématiques de leur territoire, c'est l'isolement et la dépendance du public âgé. Cette association d'aide à la personne réalise plusieurs centaines d'interventions à domicile par semaine. Une difficulté, le temps de transport. On découpe par secteur, c'est-à-dire qu'on a 3 secteurs et les aides à domicile donc, sont en général domiciliées sur le secteur pour éviter trop de déplacements. Chacun d'entre nous préfère vieillir le plus longtemps possible à son domicile, dans un environnement qui lui est familier, qui est rassurant. Mais encore faut-il satisfaire 2 besoins qui sont des besoins d'une part de sécurité, de savoir qu'à tout moment, quel que soit ce qui arrive, il y aura quelqu'un qui interviendra dans les minutes qui suivent. D'autre part, le besoin de socialisation, de conserver une relation avec les autres. Les 2 sénateurs mettent aussi en commun leur réseau. Jean-Louis Touraine est l'ancien président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Sylvie Robert a été vice-présidente de la région. Jean-Louis a aussi une expérience sur le département qui me nourrit beaucoup en termes de réflexion. Et réciproquement, c'est vrai que moi je n'avais pas beaucoup de connaissances du Conseil régional. Nous sommes en permanence sur la même longueur d'onde, que nous travaillons ensemble, que nous nous concertons. On est quand même plus fort à 2 que tout seul, isolé dans son coin. Solidarité d'un territoire, solidarité entre générations. Dans cette association, des retraités font découvrir leur métier aux enfants. Toutes les 3 semaines, on a un métier, on apprend un métier. On fait par exemple de la maçonnerie, de l'électricité. Faire vivre le tissu associatif, c'est une priorité pour les sénateurs. Les associations, les bénévoles, ça fait partie pour moi de l'engagement, de la démocratie et de la vie citoyenne et donc du vivre ensemble. Les sénateurs font leur miel de ces visites en commun pour être force de proposition dans leur travail parlementaire. De travailler avec Sylvie, ça me permet en permanence aussi de soumettre à son appréciation des idées que je peux avoir et réciproquement. Quand elle a des idées et qu'elle m'en parle, on réfléchit ensemble et on se dit bah oui, ça, on peut le proposer de cette façon, on peut le proposer tel amendement. C'est vraiment une force. Par exemple, là, je suis en train de lancer avec elle un groupe de travail à l'intérieur du groupe socialiste pour réfléchir sur une véritable politique de gauche demain. 2 sénateurs du même bois. Ils se définissent comme des socialistes pragmatiques. Ils partagent même leurs réserves parlementaires, cette enveloppe qui sert à financer des projets locaux ou comment la jouer collectif jusqu'au bout. Sylvie Robert, Jean-Louis Touraine, bonjour. Vous êtes tous 2 sénateurs socialistes d'Ille-et-Vilaine. Alors on l'a vu dans ce reportage, l'union fait la force en quelque sorte entre vous. Vous travaillez ensemble dans de nombreux domaines. Est-ce que cette collaboration sur le terrain, elle est la même finalement au Sénat ou est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir des divergences sur certains sujets? Peut-être vous d'abord, Sylvie Robert. Alors d'abord, on ne travaille pas dans la même commission. Donc moi je suis à la commission culture, audiovisuel, éducation, sport. Jean-Louis est à la commission des affaires sociales. Donc déjà, on se rencontre moins finalement ici au Sénat que sur le terrain. On a des divergences, non pas complètement, à partir du moment où on a des valeurs communes sur un certain nombre de problématiques, en tout cas notamment sur les territoires, notamment dans le cadre de la loi NOTRe où on s'est retrouvés souvent ensemble. Donc après, voilà, c'est en fonction des différents centres d'intérêt et des compétences de chacun où on travaille un peu différemment et individuellement. Oui, Jean-Louis Touraine, avantages et inconvénients de ce travail conjoint selon vous? Je crois qu'il a été parfaitement exposé dans le document qui vient d'être présenté, à savoir que ça permet une complémentarité et d'autre part de nous répartir les tâches pour être le plus efficace possible. Je vais prendre un exemple. Nous avons visité ensemble un moulin sur la Seiche. Il est apparu que ce patrimoine était très important, qui continue de fonctionner, mais c'est pas du ressort de la commission à laquelle j'appartiens. Mais par contre,
c'était du ressort de la commission de Sylvie. Par conséquent, c'est elle qui a pris en charge le dossier, qui l'a fait avancer et qui a permis d'ailleurs qu'il y ait un amendement qui satisfasse à la demande des gens sur le territoire et tous les passionnés du patrimoine. Ouais, plus d'efficacité donc, mais est-ce que ça plaide pas finalement aussi en faveur de la suppression, de la réduction du nombre de parlementaires? Les gens peuvent se dire finalement ils font un peu la même chose, à quoi ça sert d'en avoir 2 dans notre département? Sylvie Robert. Non, je pense que non, je pense que c'est de la réalité augmentée ou alors de la fertilisation croisée, je ne sais pas comment on peut dire, mais on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes, les mêmes responsabilités dans le passé. On l'a vu dans le documentaire, dans le reportage président du Conseil général. Moi, j'étais plutôt à la région, je suis adjointe à Rennes. C'est aussi ces différents regards que l'on croise et qui nous permettent d'avancer dans la réflexion. Donc, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de confronter ces regards et de mettre en commun nos réflexions que d'être seul ou d'être un moment. Jean-Louis Touraine, est-ce que vous pensez que ce mode de fonctionnement a pu inspirer d'autres parlementaires? Vous l'avez évoqué ici au Sénat notamment. Oh, non, pour l'instant, nous commençons, on apprivoise le Sénat, nous faisons notre apprentissage et par conséquent, nous n'avons pas aucune leçon à donner, nous faisons notre propre expérience. Nous avons, Sylvie l'a dit, des expériences complètement différentes et nous ne sommes pas identiques, on ne pense pas la même chose tout le temps sur un certain nombre de sujets. Par conséquent, c'est la confrontation qui permet de s'améliorer et puis c'est aussi le partage du travail, c'est ce qui fait que nous sommes sans doute plus efficaces. Juste un petit point dans votre présentation, le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas un département vieillissant, c'est un département qui accueille 12 000 habitants supplémentaires chaque année, qui a dépassé le million, qui crée de l'emploi, qui a un taux de chômage qui est de 2 points inférieur au taux national. C'est un département extrêmement dynamique et très jeune. Mais pourtant, la question de la dépendance se pose, comme dans d'autres départements français. Justement, on l'a vu. Est-ce que vous pensez, Sylvie Robert, que la réponse législative est suffisante sur la prise en charge de la dépendance, notamment ? Elle est suffisante, oui, mais en même temps, on sait que, justement, quand on est confronté au réel, on s'aperçoit que, Jean-Louis le disait, la demande des personnes est de rester le plus longtemps possible chez soi. Et là, ça nécessite, au-delà de la réponse législative, un environnement adapté avec des politiques publiques qui peuvent justement compléter aussi l'ensemble de ces secteurs. On le voit bien en matière de transport, en matière de prise en charge. Là, on l'a vu sur la DMR, en matière de services. Après, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais il y a peu de mois, et Jean-Louis à la Commission des affaires sociales a plaidé pour une loi qui a fait avancer le sujet en la matière. Mais je pense que c'est vraiment une question de société. Je crois que ça prendra du temps parce que ça demande aussi de changer un certain nombre de mentalités et que culturellement, on permette aussi à cette société de regarder peut-être différemment aussi les personnes en situation de vieillissement. Cette prise en charge de la dépendance, c'était un des engagements, une des promesses de campagne de François Hollande. Est-ce qu'il a réussi à relever ce défi, selon vous, Jean-Louis Touraine ? Oui. Je pense que dans les actions du gouvernement, celle-ci est une action très forte. Ceci étant, on n'aura jamais fini, compte tenu du fait que la population vieillit et il est souhaitable que nous vieillissions. Mais il est souhaitable que nous vieillissions dans les meilleures conditions possibles. Or, la société ne pourra pas budgétairement assumer l'ensemble des dépenses qui pourraient arriver demain. Il faut savoir, par exemple, que le fait du vieillissement amènera de plus en plus de personnes à être atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc de bénéficier ou de nécessiter un accompagnement qui soit un accompagnement particulier et lourd. Donc budgétairement, nous aurons des difficultés à assumer tout cela. Et d'autre part, il n'est pas souhaitable non plus qu'il ne se tisse pas autour des personnes âgées cette solidarité de proximité qui a existé et qu'on tente à remplacer par des mesures prises par la collectivité, mais qui ne sont pas de même nature, qui n'ont pas le même coefficient d'affectivité, de soins apportés par l'entourage immédiat, la famille, mais également l'environnement. Il faut que nous retrouvions ce sens-là de la solidarité de proximité. Sylvie Robert, on a entendu dans ce reportage que vous vous définissiez comme des socialistes pragmatiques. Alors que disent des socialistes pragmatiques sur 2 questions? Celle du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On sait que l'Ille-et-Vilaine souhaiterait peut-être être associée à ce référendum. Et sur la loi travail. Première question pour vous, Sylvie Robert. Alors, écoutez, d'abord, oui, il y a des socialistes pragmatiques. Moi, je considère que notre travail et notre rôle de parlementaire ne peut pas, absolument pas, s'affranchir d'une prise de conscience en permanence
permanence de la réalité du terrain et donc de ce que vivent nos concitoyens. Ça, c'est la première chose. Sur le référendum, écoutez, moi je suis pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Que le président de la République ait souhaité qu'il y ait un référendum, dont acte. Nous allons voir sur le périmètre, puisqu'aujourd'hui il n'est pas défini, quel périmètre sera le plus, je dirais, pertinent pour qu'il puisse être exercé, mais j'espère en tout cas que cet aéroport se fera. Sur la loi El Khomri, écoutez, les négociations avec les syndicats sont en cours. On a vu, je pense très sincèrement qu'il faut réformer le Code du travail, qu'on a nécessité d'adapter un certain nombre de réalités du travail à la société d'aujourd'hui. Pour autant, je pense que sur un certain nombre de dispositions, on peut les répéter. C'est effectivement le plafonnement des indemnités prud'homales ou alors l'extension des licenciements économiques. Sur ces deux volets-là, je pense qu'il y a nécessité de revoir la chose. Mais je dirais, pour terminer, que le compte personnel d'activité est une très bonne chose et que si on y inclut le compte épargne-temps, je pense que ce sera vraiment une avancée extrêmement importante, notamment pour les jeunes, aujourd'hui et demain. Même question pour vous, Jean-Louis Touraine, sur à la fois la question du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Socialiste pragmatique, oui. Ça pourrait être un point de divergence. Moi, je suis un socialiste du rêve. Je pense qu'il faut, mais Sylvie n'est certainement pas opposée à cela, il faut avoir une vision idéale de la société pour que ce soit le fil rouge qui guide toutes les actions que l'on mène. Alors on y met le temps, on prend les moyens nécessaires, mais il faut qu'en permanence on ait cette étoile-là qui nous guide. Cette société plus juste, plus harmonieuse, qui offre à tout à chacun la possibilité de s'épanouir et qui ne laisse pas sur le bord du chemin un certain nombre d'enfants dont le destin est tout tracé par les conditions de leur naissance. Sur Notre-Dame-des-Landes, je me suis exprimé là-dessus. J'ai écrit sur mon blog et je me suis exprimé dans les médias pour dire, si ça assure la légitimité de la décision, pourquoi pas? Seulement, ça a 3 inconvénients. Premier inconvénient, ça décrédibilise les décisions des collectivités locales qui, depuis 30 ans, ont approuvé le projet de Notre-Dame-des-Landes. Deuxièmement, on n'a pas le luxe de se permettre de se priver d'emploi alors que c'est une source d'emploi considérable. Et troisièmement, et c'est la question que vous posiez, ça n'empêchera pas, ça ne créera pas du consensus parce que la première des discussions qui va venir, c'est sur le périmètre. Et je le disais, avant que ce soit qu'on entende les uns et les autres s'exprimer sur ce point. Et moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense qu'il faut s'en tenir à une consultation la plus large possible, alors que dans quel périmètre, j'en sais rien. Et rapidement, sur la loi travail, votre position, Jean-Louis Touraine? C'est exactement la même que celle de Sylvie, à savoir qu'il faut une loi qui réforme. D'abord, le Code du travail, c'est incompréhensible. Les patrons, les salariés n'y comprennent rien. Vous avez tout et le contraire de tout à l'intérieur de la loi. Donc il faut quelque chose qui soit clair, qui définisse les règles et les orientations. Ensuite, les décrets et la réglementation définir. Alors, il y a 2 points qui sont des points d'achoppement et qu'elle a évoqués tout à l'heure et sur lesquels je suis d'accord. Je ne crois pas qu'il faille. Le gouvernement est en train de dire on va plafonner, on va mettre un plafond plus élevé pour les indemnités liées aux décisions des prud'hommes. Je crois qu'il ne faut pas de plafond. Il faut laisser au juge le soin d'apprécier, parce que la justice doit être individuelle et justifiée par les situations de chacun. Et sur les licenciements économiques, je pense qu'il y a effectivement à revenir là-dessus. Merci Jean-Louis Touraine. Merci Sylvie Robert. Lui aussi, il aime beaucoup rêver. Je vous propose d'accueillir Alex Darmon. Alex refait le portrait. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. Vous avez beaucoup de travail avec cette loi travail. Ah ouais, je ne sais pas si c'est les premiers effets de la loi travail, mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de travail, 2 fois plus de travail aujourd'hui pour préparer ma chronique. Alors vous êtes tous les 2 sénateurs d'Ille-et-Vilaine. C'est fou, des fois la langue française est mal faite, Ille-et-Vilaine, parce que je vous trouve très beau, tous les 2, moi, sur ce plateau. Delphine, toutes les grandes chaînes ont leur duo. TF1 avait Bataille et Fontaine, Canal+ avait Omar et Fred, M6 avait Charlie et Lulu, et maintenant Public Sénat a son duo, Sylvie Robert, Jean-Louis Touraine. Vous connaissez la fameuse expression l'amour, c'est mieux à 2. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, la politique, c'est comme l'amour, c'est aussi mieux à 2. Vous partagez donc tout, tous les 2. Un local de permanence, vous coordonnez votre présence sur le territoire, votre communication aussi, vous gérez vos enveloppes parlementaires en commun, vous partagez même les plateaux maintenant. En même temps, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, et Delphine, Jean-Louis Touraine et Sylvie Robert se ressemblent énormément. Pour commencer, vous êtes tous les 2 grands sportifs. Madame Robert, vous courez, je crois. Oui. Bon, voilà, je suis bien renseigné. Vous faites le marathon vert. Alors le marathon vert, c'est 12 km dans Rennes, c'est ça? Oui, je le fais en relais. Non, pas dans Rennes.
Pas dans Rennes. Justement, c'est vert. Donc c'est dans la campagne. Ça part de chez moi pour aller chez elle. Vous y tenez, alors je vous le laisse. Je fais en relais. Pas de problème. Vous faites en relais, vous faites combien de temps environ? Moi, j'ai fait presque 7 là, 6,5. D'accord, c'est beaucoup quand même, c'est bien. Oh, et vous, Monsieur Touraine, vous êtes plus sur l'eau, vous faites de la voile. Alors je crois savoir que votre bateau a fait plusieurs fois le tour du monde. Est-ce que vous, un jour, vous ferez le tour du monde? Alors lui, il a fait sans moi, effectivement. C'était mon rêve. Si j'avais pas été sénateur, j'aurais fait le tour du monde. Une fois, si je ne me représente pas, une fois que j'aurai cessé d'être sénateur, je ferai le tour du monde. Enfin, du moins, je l'espère. J'espère que Madame Robert viendra avec vous. C'est quand même une belle opportunité. Non, vous n'aimez pas l'eau. Alors le sport, c'est bien. Les sports bretons, enfin, les jeux bretons, c'est mieux. Vous avez été jouer ce week-end ensemble, tous les deux, à une sorte de bowling revisité à la façon de votre région. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne vous a pas laissé insensible. Regardez. C'est des quilles très phalliques quand même. C'est des quilles très phalliques. Vous pouvez te raconter des histoires. Il y a des légendes. On ne fera pas de commentaires. Non, on fera pas de commentaires, tout est dit dans les images. Continuons plutôt les ressemblances entre vous deux. Madame Robert, vous êtes une femme de culture. Pendant que certains veulent se battre pour ouvrir les magasins le dimanche, vous vous battez, vous, pour ouvrir les bibliothèques le dimanche. Dès que vous avez un moment, vous vous échappez pour aller au théâtre ou visiter une exposition. Vous, Monsieur Touraine, c'est différent. Vous avez une autre culture, la culture des mathématiques. Alors bon, ça c'est pas un point commun entre nous. Vous avez même été professeur de mathématiques, je crois. Alors une question, à deux aujourd'hui sur le plateau, c'est bien, mais à quand la règle de 3 pour l'Ille-et-Vilaine? Quand on aura réussi à faire la preuve par 9, que c'est mieux à 2 que tout seul. Il a tout dit finalement, Madame Robert. Ah oui, absolument. Merci à vous deux. Merci Alex. Il est 17h passé de 2 minutes. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Semaine décisive pour la loi El Khomri. L'exécutif a 2 jours pour déminer le terrain des contestations avant la mobilisation prévue mercredi. Manuel Valls promet des améliorations au projet. Jusqu'où peut-il aller alors que Force ouvrière et la CGT semblent s'engager dans un bras de fer avec le gouvernement et exigent toujours le retrait du texte? Analyse et débat à suivre. Et dans ce contexte, Myriam El Khomri sera devant le bureau national du Parti socialiste à 18h. Elle devra aussi affronter les critiques qui émanent de son propre camp sur sa loi jugée trop en faveur du patronat par une partie des frondeurs. Un face-à-face est également attendu entre elle et l'ancienne ministre du Travail, Martine Aubry, auteur il y a 2 semaines d'une tribune au vitriol contre la réforme du Code du travail. Sommet Union européenne-Turquie, le rendez-vous de la dernière chance pour sortir de la crise des migrants. Et le défi est de taille, il s'agit de fermer la route des Balkans, empruntée par des milliers de demandeurs d'asile, tout en s'assurant du soutien de la Turquie et en aidant davantage la Grèce. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Tam Tranui à Matignon, Oriane Mancini en direct du siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris et au Sénat, Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on prend la direction de la rue de Solferino à Paris, en direct du siège du Parti Socialiste où nous attend Oriane Mancini. Bonsoir Oriane, je le disais, le face-à-face est attendu ce soir entre la nouvelle et l'ancienne ministre du Travail. Et oui Delphine, et ce face-à-face, ce sera le symbole de ce bureau national du Parti Socialiste qui débutera dans 1 heure. Un face-à-face qui s'annonce rude entre 2 ministres, entre 2 générations, entre 2 lignes. Car Myriam El Khomri, la ministre du Travail, aura ce soir face à elle celle qui a pris la tête de l'opposition interne des socialistes à ce texte. Une opposition que l'aile gauche du Parti Socialiste, que les frondeurs expriment clairement. Ils demandent une modification profonde de ce texte, voire son retrait. Des frondeurs qui comptent notamment s'appuyer sur le million de signataires de la pétition contre ce texte, voire sur une manifestation qu'ils espèrent d'ampleur mercredi lors de la journée de mobilisation contre ce texte. La tâche s'annonce donc ardue pour Myriam El Khomri, car dire que le Parti Socialiste ne fera pas un bon accueil à ce texte est un euphémisme, et ce même du côté des tenants de la ligne social-démocrate, les soutiens de l'exécutif qui ne montent pas franchement
franchement au front pour défendre ce texte. Et puis, coincé entre ces deux lignes, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a du mal à jouer les arbitres. Il faut dire que lui-même n'est pas franchement favorable à ce texte. Il a même dit il y a quelques jours qu'il aurait du mal à le voter en l'état. Jean-Christophe Cambadélis, dont la tâche en interne est compliquée par le fait que les aubryistes mettent la pression. Il devrait annoncer qu'il quitte le secrétariat national du parti, ce qui rétrécit un peu plus la majorité de Jean-Christophe Cambadélis. Myriam El Khomri ne pourra donc pas compter que sur des soutiens ce soir, loin de là, mais elle a néanmoins tenu à maintenir sa venue devant ce bureau national du Parti socialiste, et ce, malgré le report de la présentation de son texte en Conseil des ministres. Alors un ministre qui vient présenter sa loi devant un bureau national du Parti socialiste, la démarche n'est certes pas inédite, mais elle est rare. Preuve que l'exécutif veut montrer qu'il dialogue, qu'il consulte. Et si ce soir c'est Myriam El Khomri qui fera face aux socialistes, eh bien Manuel Valls ne la laissera pas seule au front. Demain, c'est lui qui ira tenter de convaincre les parlementaires de son camp. Il sera demain matin à la réunion de groupe des socialistes au Sénat, et puis demain soir au séminaire des députés socialistes. Objectif pour Manuel Valls, éviter un passage en force et l'arme du 49-3. Merci Oriane pour votre analyse. On continue notre multiplex et on se rend à présent à Matignon où nous attend Tam Tranui. Tam, on l'a dit, les consultations se poursuivent aujourd'hui. Manuel Valls attendait beaucoup de son rendez-vous avec Laurent Berger, notamment pour la CFDT. Que s'est-il dit ? Eh bien, Laurent Berger est sorti il y a une demi-heure maintenant de son entretien avec Manuel Valls. C'est un entretien qui a duré 1h30, plus longtemps que les autres entretiens avec les partenaires sociaux aujourd'hui, qui duraient plutôt 1 heure. Laurent Berger qui a estimé avoir été écouté, qui a trouvé également le gouvernement ouvert, même si Manuel Valls n'a évidemment pas dévoilé ce sur quoi il était prêt à lâcher du lest, notamment sur les points qui posent problème à la CFDT, que ce soit l'assouplissement des licenciements économiques ou bien encore les indemnités prud'homales. La CFDT qui ne veut pas être instrumentalisée par les syndicats qui ont été entendus ce matin à la ligne plus dure, comme FO, la CGT, mais aussi Solidaire, ces syndicats qui demandent le retrait pur et simple de ce texte. La CFDT ne veut pas non plus être le petit soldat du gouvernement. On le sait, elle n'est pas complètement défavorable à ce texte. Elle trouve qu'il y a certains avantages, par exemple au compte personnel d'activité, une véritable protection pour les salariés, mais pour autant, elle ne veut pas être le simple partenaire du gouvernement. C'est ainsi qu'elle a été beaucoup montrée jusqu'ici partenaire des réformes. Eh bien, elle, sa seule cause, c'est les salariés pour lesquels elle appelle à la mobilisation, non pas le 9, mais le 12, avec les autres syndicats dits réformistes. Merci Tam pour toutes ces précisions, et avant d'ouvrir le débat avec mes invités, je vous propose de réécouter les principales déclarations des syndicats ce matin à l'issue de leur entretien avec Manuel Valls. Nous, la proposition, c'est de remettre à plat ce projet et qu'on discute vraiment sur la base du respect de la hiérarchie des normes, pas de code du travail par entreprise, pas de loi par entreprise, une loi qui est la même pour tous les salariés, quelle que soit leur entreprise, petite, grande, syndicat, pas syndicat. La CFDT veut voir d'abord toutes les questions relatives au temps de travail, que ça se fasse à droit constant, à droit actuel pour les salariés, y compris pour les apprentis, pour tous les salariés. Et puis surtout, on veut aussi mettre fin aux indemnités, au plafonnement des indemnités prud'homales. On veut revoir les définitions du licenciement économique. On veut nourrir le compte personnel d'activité d'un droit nouveau, notamment un compte temps. C'est pas 2 ou 3 améliorations sur 3 points, c'est la logique même du projet de loi qu'il faut revoir. Parce que c'est pas qu'une question de principe, ça remet tout en cause. Durée du travail, les heures sup, la médecine du travail, les astreintes, les heures d'équivalence. Bon, il y en a un paquet. On demande toujours le retrait, c'est le plus simple, oui, bien sûr. On demande le retrait, ou on demande au minimum un barème indicatif. Mais même le barème indicatif, il faut le retravailler, il n'est pas bon tel qu'il est là aujourd'hui. Et le retrait, il veut bien m'entendre parler ou quoi? Le retrait, je ne pense pas que ce soit la solution qu'il envisage, mais on verra. Et pourquoi il n'écouterait pas des représentants des salariés, des représentants de la jeunesse? C'est ça le dialogue social. Quand quelque chose ne va pas, on arrête et on repart à zéro. C'est ce qu'on propose, c'est pas une impasse. C'est ce qu'ils refusent. On peut se tromper dans la vie, on recommence. Voilà. On va s'appliquer ça à lui.
Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360. Comment l'exécutif peut-il déminer la contestation sociale dont le point d'orgue aura lieu mercredi avec la mobilisation très attendue des lycéens et des étudiants. 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau pour en parler. Sophie Binet, bonsoir. Secrétaire générale adjointe de la CGT, merci d'être avec nous. Des cadres et techniciens, merci de le préciser. J'accueille également sur ce plateau Christian Cambon. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Calfon est également avec nous, conseiller régional du Parti socialiste Île-de-France, délégué à l'emploi. Merci d'être en notre compagnie. Stéphane Marchand, bonsoir. Vous êtes délégué général d'entreprise et progrès. Première question pour vous, François Calfon. On voit cette opération déminage un peu tous azimuts avec les consultations, le séminaire PS demain des députés, Myriam El Khomri devant le Bureau national. Est-ce que le gouvernement a suffisamment de marge de manœuvre? Est-ce qu'il va pouvoir déminer le terrain, je le disais, de la contestation avant mercredi? Écoutez, c'est bien qu'il entende, c'est bien qu'il écoute, c'est bien que Myriam El Khomri vienne devant le Bureau national. On aurait peut-être pu souhaiter que cela soit fait avant. D'une certaine manière. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui rejettent en bloc ce texte. Maintenant, il y a un certain nombre de difficultés qui ont été pointées. L'extension du domaine des critères sur le licenciement économique, une forme d'inversion de la hiérarchie des normes sociales en mettant l'entreprise en avant, et puis aussi des difficultés fortes sur des décisions prises, notamment sur l'application des 35 heures dans les PME, alors qu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel, ce qui est une difficulté. Il y a quelques pépites quand même, je tiens à le dire. Le compte personnel d'activité, la possibilité d'amélioration de celui-ci en intégrant les bénéfices du compte épargne-temps, qui est un bénéfice des 35 heures. Voilà, il faut que ça évolue. Et en attendant, puisqu'il ne faut pas souhaiter le pire pour les salariés, pour tous ceux qui se sont engagés à gauche aussi, en attendant une discussion qui est ouverte, on verra ce que les choses donnent dans le dialogue, dans la construction et pas simplement sous la pression de la rue. Pour le dire simplement, le texte initial était, de mon point de vue, assez déséquilibré, la barque tendant beaucoup plus si le gouvernement parvient de la flexibilité que du côté de la sécurité. À rééquilibrer ce texte. Christian Cambon, qu'attendez-vous de ces consultations cette semaine à Matignon? On sait que le patronat sera reçu demain soir. Est-ce que vous redoutez que les améliorations promises par Manuel Valls se transforment, comme le dit le MENEF, en un affadissement de cette loi? Écoutez, c'est un formidable numéro de claquette auquel nous assistons. Et ça illustre bien la méthode du gouvernement depuis, hélas, trop de temps. On arrive quasiment à la fin de ce quinquennat et on s'aperçoit des résultats. 3,5 millions, c'est-à-dire en fait près de 5 millions de chômeurs directs et indirects. La politique en matière d'emploi en France est un échec patenté par rapport à tout ce que nous observons en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Tout ceci ne sert à rien pour personne dans ce pays. Pour le coup, on c'est continue. le gouvernement qui veut réformer, mais voilà. sous la pression de cette pétition, notamment de la mobilisation des étudiants. Pour une fois, le gouvernement, après 3 ans et demi ou 4 ans de réflexion, et après avoir conduit en zigzag la politique de l'emploi dans ce pays, entend enfin la préoccupation des chefs d'entreprise, entend les milieux économiques, entend la Commission de Bruxelles, entend un certain nombre de gens qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Évidemment, la méthode utilisée, c'est celle de Manuel Valls, c'est je tire et je vois après si ça a fait du dégât. Au lieu de se livrer à une concertation légitime, car les syndicats, les partenaires sociaux, même si on peut regretter pour nombre d'entre eux un alignement idéologique bien connu, mais sont quand même des partenaires, eh bien, au lieu de lancer cette concertation, on annonce un avant-projet que nous n'avons, nous les parlementaires, et le Conseil des ministres, ils ne l'ont même pas vu. Oui. Ils n'ont même pas eu. Pour l'instant, on est sur des feuilles de presse, de l'avant-projet de loi, effectivement. Fausses ou vraies. Et donc, moi, personnellement, j'attends pas grand-chose parce que de toute façon, le temps est compté pour ce gouvernement. Une réforme de fond dans ce domaine ne donnerait des effets que dans les 15 ou 20 mois qui vont intervenir. Et donc, Sophie Binet, est-ce que c'est toujours une fin de non-recevoir de la part de la CGT? Alignement idéologique, a dit Christian Cambon. Alignement idéologique, j'aimerais bien savoir sur qui. Je pense que ce projet de loi a été vécu et reçu comme une provocation par l'ensemble des salariés, des citoyennes et des citoyens. C'est pas pour rien qu'en 2 semaines, il y a une pétition qui a été signée par plus de 1 million de personnes. Je pense qu'il faut pas prendre les gens pour... 50 millions, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont justement en train de se mobiliser. Là, on a le même débat que pendant toutes les mobilisations. Les 3 millions et demi de chômeurs, est-ce qu'ils ont signé la pétition? C'est ça qui est intéressant. Oui, enfin, on va pas opposer les salariés et les chômeurs. C'est la première fois qu'il y a une pétition qui est autant signée. Et on a vu
continuez à faire comme s'il ne se passait rien dans le pays, La faites, télévision a mais ça montré va comment continuer. était signée cette pétition. D'accord, ça va continuer signer à 20 monter. fois. Ça va continuer à monter. Et le compte de France 2, si vous voulez que... Il y a quand même une mobilisation contre ce texte. Vous ne pouvez pas la sous-estimer ni la nier, Christian Cambon. Et avec des méthodes de pétition qui ne sont pas forcément vérifiées. Il a peiné à plus de 100 000. Puisque, si je peux Dominique Régnier, continuer à parler, je suis la seule femme sur ce plateau, si je peux continuer à parler, merci. Donc ce projet de loi, enfin parmi les invités, ce projet de loi, les salariés, ils en ont bien pris connaissance, puisqu'il y a une version qui a été envoyée au Conseil d'État, c'est cette version qui a été publiée, qui a été analysée. Les plus de 1 million de personnes qui ont signé la pétition ont pris connaissance des mesures, donc ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont en colère. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la logique même du projet de loi, puisque c'est des reculs généralisés sur l'ensemble des droits des salariés, sur la question du temps de travail, sur la question des protections en matière de licenciement abusif, sur la question de la santé au travail. Et ce qui pose problème, c'est la logique de ce projet de loi qui, effectivement, fait primer l'accord d'entreprise sur la loi. Ce alors qu'en France, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a de trop nombreuses entreprises dans lesquelles il n'y a pas de présence syndicale et donc dans lesquelles les salariés ne sont pas défendus, ne peuvent pas négocier, ne peuvent pas se mobiliser, se mettre en grève pour se faire entendre. La logique de ce projet de loi, c'est augmenter la concurrence entre les salariés, entre les entreprises, et ça se fera notamment au détriment des femmes qui sont majoritaires dans ces petites et moyennes entreprises dans lesquelles il n'y a pas de syndicat. Stéphane Marchand, qu'on n'a pas encore entendu sur ce plateau. Cette contestation dont on parle avec cette pétition, on le disait, qui a recueilli plus d'1 million de signatures, est-ce que les entreprises que vous représentez l'entendent aussi? Est-ce qu'elles entendent les inquiétudes des salariés? Alors, Entreprises et Progrès est une association patronale qui regroupe 100 entreprises de toute taille, de tout secteur, n'avant pas de caractéristiques sectorielles. Par conséquent, nous représentons la moyenne des entreprises. Et parmi nos membres, il est très clair qu'il y a une immense majorité de membres qui sont très favorables à la loi El Khomri, même s'ils trouvent, pour la plupart, qu'elle n'est pas assez précise sur une catégorie d'entreprises très importante, qui sont les PME en croissance, entre 50 et 200 salariés, celles qui ont le plus envie d'embaucher, qui, dès qu'on desserre un tout petit peu les règlements, embaucheront immédiatement parce qu'elles en ont un besoin pressant. Et jusque-là, elles n'embauchent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Elles ont peur de l'incertitude. Elles ont peur de l'incertitude, pas tellement de la rigidité. Ce qui est le plus inquiétant. Les entreprises jouent le jeu, justement, si on favorise elles ont peur de l'incertitude sur ce qui va se passer si elles embauchent et qu'un jour, par retournement, pour des raisons diverses et variées, elles sont obligées d'alléger le nombre de leurs salariés. Donc, et ce jour-là, la question, c'est bien celle du carnet de commandes. L'enjeu, c'est de relancer l'économie pour que le carnet de commandes soit plein, que les entreprises puissent embaucher. C'est pas de baisser les droits des travailleurs. Il faut qu'il y ait plus de sécurité, il faut qu'il y ait plus de CDI. Et la seule façon pour qu'il y ait plus de CDI, c'est que les entreprises ne sont pas la meilleure solution pour embaucher. Elles sont la seule solution. La seule solution des entreprises privées. Et elles ne feront des CDI que si elles peuvent le faire, que si elles se sentent assez sûres. Est-ce que vous entendez ces arguments, François Calfon, justement, pour l'embauche en CDI, il faut justement desserrer les conditions de licenciement? La revendication patronale, elle porte sur un certain nombre de sujets qui consistent à pouvoir, par exemple, faire des... Il faut le dire, et ça s'est retrouvé dans la première version de la loi, j'espère que ce sera corrigé, à faire des plans sociaux, c'est-à-dire à foutre dehors les gens pour des motifs dits économiques, même pour la conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire même quand la difficulté économique de l'entreprise n'est pas avérée. Donc il y a un problème. Il faut une philosophie différente. Quelle serait la bonne définition pour vous, justement, la difficulté économique prise, économique. La difficulté économique prise à l'échelle de l'établissement, parce que, bien évidemment, on peut vider les résultats d'un établissement. Il y a beaucoup de manipulations comptables qui sont tout à fait possibles. Vous partez du principe, moi, ce que je veux dire, du principe que les entreprises, les patrons ne sont pas des délinquants qui veulent licencier, ils veulent embaucher. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la loi dialogue social, nous avions étendu la représentation syndicale et la possibilité de représentation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, et notamment dans les très petites entreprises qui représentent 95% de l'emploi. Et non pas tel ou tel représentant de la CGT, mais on a oublié que la moitié de son rapport, Louis Gallois lui-même disait que la compétitivité des entreprises passait par un volant qui s'appelle la compétitivité sociale. On nous rebat les oreilles avec le modèle, s'il vous plaît, on nous rebat les oreilles avec le modèle allemand. Dans le modèle allemand, les salariés participent, et pas simplement les entreprises de plus de 5000 salariés, dans toutes les entreprises, au conseil d'administration des entreprises. Ils sont associés à la stratégie. Si on est associé à l'information, si on est associé à la stratégie, alors les postures tombent. Mais on ne peut pas, comme le MEDEF, comme les associations patronales, refuser que les salariés soient représentés dans les conseils d'administration des entreprises
et ensuite leur dire qu'ils ne comprennent rien. Il y a là un marché qui est celui du patronat et que nous refusons. Christian Cambon. Écoutez, moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans d'une PME que j'ai créée de mes mains et qui a embauché une quinzaine de personnes et j'ai eu l'honneur de ne jamais en licencier aucun. Qu'est-ce qui compte dans la vie de l'entreprise? C'est le carnet de commandes, c'est la possibilité de payer ces gens tout au long de leur contrat. Donc je pense que quand on sort de cela, quand on laisse imaginer que les chefs d'entreprise ont des stratégies qui consistent à licencier localement pour que regardez General Electric. Mais on ne parle pas mais qui crée suppression d'emplois, mais qui crée des emplois, avoir pris l'engagement de ne pas en supprimer en France. C'est un exemple d'actualité. Qui crée des emplois en France pour 90%, ce sont les PME. Alors General Electric, c'est très sympathique. Excusez-moi, on n'est pas du tout dans cette réalité. Avec le bilan social que vous avez du chômage, je pense qu'un peu de modestie. Le chômage a baissé l'an dernier, monsieur Cambon. Oui, vous avez la mémoire sélective. Mais il faudrait dire. l'INSEE l'a reconnu, monsieur Cambon. Dites ça n'est pas sous monsieur Sarkozy que le chômage a baissé. Dites ça autant que vous voulez devant toutes les télévisions. Les Français vous croient. Le président de la République est à 18% de crédibilité sur ce genre d'affaires. Je vous rappelle que le taux vous pouvez raconter ce que vous voulez. Et le taux de chômage Sophie secteur Binet, exposé on est de revient. 25% en On France. revient un petit peu au débat C'est sur une tragédie. notamment la question bien de l'exercice du licenciement économique. On a parlé de cet aspect des carnets de commandes. Alors qu'est-ce qui serait acceptable pour vous à la CGT, Sophie Binet? Je crois que l'enjeu, c'est justement de débattre sur comment est-ce qu'on fait pour que les carnets de commandes des entreprises se remplissent. Ça, nous, on a plein de propositions qui sont sur la table. Parlons, par exemple, des politiques de relance. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment et de la construction est particulièrement en difficulté. Pourquoi? Parce que du fait des coupes dans les dépenses publiques et notamment dans les investissements des collectivités locales, les chantiers s'écroulent. Il n'y a plus d'investissement dans le pays. On sacrifie l'avenir. C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. Il faut, à l'échelle européenne, rompre avec l'austérité et avoir un plan de relance au niveau européen. C'est ce que propose l'ensemble des syndicats au niveau européen. L'ensemble des économistes disent aujourd'hui que les difficultés de la zone euro, elles viennent de l'austérité imposée de façon absurde à l'échelle de l'Europe et notamment en France. Sur la flexibilité, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a on considère qu'au bout de 3 trimestres, 4 trimestres, la santé économique d'une entreprise sur la flexibilité, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a la bonne flexibilité et la mauvaise. Je rappelle que sur finalement la loi marché du travail qui a permis les accords maintien dans l'emploi, il y a un certain nombre d'accords dits de maintien dans l'emploi qui permettent quoi? Quand il y a une difficulté économique avérée, qu'il y ait un accord majoritaire au sein d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par difficulté économique avérée selon vous savez, la baisse du carnet de commandes, pour parler simplement que nos auditeurs, c'est une difficulté économique avérée. Pendant combien de temps? Justement, le sujet, c'est que ce soit limité dans le temps, 2 ans maximum, avec une réversibilité de ces accords. Ce qui est le cas en Allemagne, les accords Volkswagen, après, Volkswagen a payé aux salariés. Eh bien, ces accords de maintien dans l'emploi, je prends 2 cas très connus, PSA et Renault, où les syndicats, y compris la CGT, dans l'un des 2 cas, ont signé ces accords qui permettent d'être moins payés, peut-être d'avoir un temps de travail accru pour une durée réversible et qui a permis de maintenir des sites industriels en France. Ça, c'est de la bonne flexibilité. Celle qui consiste à tout désorganiser, à faire en sorte que le contrat de travail n'ait plus aucune réalité par rapport à des accords qui sont à l'inverse du principe d'ordre public social, c'est la mauvaise flexibilité. Ce que personne n'envisage. Mais si, c'est dans la loi. Alors franchement, commencez par lire la loi El Khomri en Espagne a créé 300 000 emplois en un an. Marchand qu'on n'a pas beaucoup entendu. Allez-y, notamment sur ces questions de licenciement économique. Le licenciement économique doit être possible car il correspond à la réalité de la vie d'une entreprise. C'est tout. C'est extrêmement simple, sauf pour les personnes qui ne connaissent pas l'entreprise privée. Il y a des milliers de licenciements chaque jour, donc faites pas croire que c'est pas possible de licencier aujourd'hui en France. Il y a des licenciements. Il y a 6,5 millions de chômeurs. Il y a des licenciements. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'embauches. Oui. Il n'y a pas assez d'embauches. Pourquoi? Je le répète, parce que les entrepreneurs ne peuvent pas prendre le risque, estiment qu'ils ne peuvent pas prendre le risque. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un juge qui, ultimement, aura la possibilité de prendre une décision qui, dans certains cas, on le voit en ce moment avec De Sailly à Calais, est capable de tuer l'entreprise et de mettre des centaines de personnes en plus au chômage. C'est la réalité du droit du travail en France. Il faut que ça change. Ça fait 30 ans qu'on est dans une catastrophe sur le chômage. Que le patronat nous raconte ce compte selon lequel il faudrait faciliter les licenciements pour augmenter les embauches. Et depuis 30 ans, il y a eu des mesures accumulées pour faciliter les licenciements. La dernière en date, vous refusez de faire donc le lien entre les embauches. Depuis 30 ans, rien n'a changé sur la judiciarisation des licenciements. Le code du travail reste le même pour les chefs d'entreprise. Vous n'arrêtez pas de parler de code
le même. Mais ce sont les PME qui... Pas tous en même temps, Christian Cambon. Vous démontrez par là que vous êtes en déconnexion totale Oui, avec le mais monde je suis du pas en travail. écoutez, Faux. vous avez fait carrière dans l'éducation nationale, moi comme chef d'entreprise. Je suis syndicaliste, je me déplace en entreprise tous les jours. Christian Cambon, excusez-moi, jusqu'où la droite est-elle Arrêtez prête? l'invective, Vous monsieur pouvez le payer sénateur, jusqu'à la c'est fin de votre- irrespectueux à l'endroit de quelqu'un sur le plateau. Mais ce qui est vrai, François Calfon, on va laisser la parole à Christian Cambon. cette invective à l'endroit de notre Parce que je ami dis les est quand choses, même vous avez... tout à fait parce que disgracieuse. vous nous dites que nous ne connaissons pas la réalité. Je vous prétends que les chefs d'entreprise PME qui créent 90% des emplois, vous n'arrêtez pas de parler de Volkswagen, General Electric, mais le problème n'est pas là, François Calfon. Le problème n'est pas là, 90% des Pas tous en même temps. Écoutons ce qui a été dit. La rupture conventionnelle, c'est un accord interprofessionnel qui n'a d'ailleurs pas signé la CGT. Il faut laisser plus de liberté aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Rentrons dans les faits. Mais jusqu'où la droite, pardon. Les faits, c'est qu'il faut laisser les entreprises libres. C'est ça. Mais libre, bien sûr, il ne faut pas de loi. Le renard libre dans le poulailler. La liberté n'a jamais été l'absence de loi. La liberté, dans les faits, il y a les accords de maintien dans l'emploi qui permettent de déroger au droit social et au code du travail. Dans les faits, il y a la rupture conventionnelle, 240 000 par an. C'est pas une paille, c'est beaucoup plus que... Et c'est dans plein de petites et moyennes entreprises. Donc arrêtez de dire qu'il n'y a aucun élément de flexibilité. Mais je vous rappelle que c'est vous qui devriez défendre cette loi. Cette flexibilité-là, au Parti mais je socialiste. défends la rupture conventionnelle. Et cette flexibilité-là, c'est de la flexibilité négociée. On va donner la Vous-même, monsieur parole à Cambon, Sophie avez Binet. dit la chose suivante, c'est qu'il faut négocier le changement social. Et c'est ce que nous appelons de nos voeux, c'est ce qui est fait maintenant. Sophie Binet, on va laisser la parole à Sophie Binet. La jeunesse dans la rue, probablement mercredi, c'est un risque peut-être de nouveau CPE pour le gouvernement. Pour autant, ce qui serait terrible, et c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier dans le JDD, c'est le statu quo. Alors, quelle est votre position ? Oui, je crois que mercredi, il y aura la jeunesse dans la rue, les salariés aussi, les citoyennes et les citoyens qui se mobilisent contre ce projet de loi. C'est une très bonne chose. Donc, vous pouvez trouver en ligne sur le site loitravail.lol la carte des rassemblements qui sont prévus mercredi. Et bien sûr, le statu quo n'est pas une bonne chose. Nous avons des dizaines de propositions qui sont sur la table depuis de nombreuses années pour relancer l'emploi d'abord et ensuite pour créer de nouveaux droits pour les salariés, notamment à l'heure du numérique. On est aujourd'hui au 21e siècle. La question, c'est alors que la révolution numérique bouleverse toutes les normes sociales. Est-ce qu'on se prépare à ubériser la France, à ubériser le pays? C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ou alors, est-ce qu'on pense à un nouveau statut du travail salarié avec de nouvelles sécurités qui permettent de protéger la mobilité des salariés, d'étendre le cadre du salariat au lieu de développer le travail indépendant et le travail low cost. Le compte personnel Je vous donnerai la d'activité, parole c'est pas après, l'ubérisation. François Calfon. Le compte Stéphane personnel Marchand, d'activité, c'est pardon, un le beau patronat slogan, mais il n'y a rien qui dedans. a été jusqu'à On va enfin Je défendre suis la loi. désolée. Sophie Binet, Stéphane Marchand, le patronat qui a été jusque-là bienveillant avec cet avant-projet de loi pourrait peut-être retirer son soutien d'ici à demain en fonction de ce qui est dit à Pierre Gattaz. Vous le regrettez? Alors d'abord, moi je ne représente pas Pierre Gattaz, je ne fais pas partie du MEDEF, donc je ne peux pas parler en son nom. Il est clair que si la loi est vidée de sa substance, les acteurs qui se sont prononcés, y compris nous prendrons une position différente. Mais là où je rejoins tout à fait ce que dit Madame, c'est qu'avec l'irruption du numérique, il faut entièrement revoir et le droit du travail, et la sécurité sociale, et toutes les protections. Ça, c'est vrai que c'est une urgence qui a été trop longtemps négligée. Alors Stéphane Marchand, avant de terminer ce débat, je vous propose de prendre la direction de Matignon pour écouter justement Jean-François Asselin pour la CGPME. D'équilibre, il va certainement y avoir des curseurs qui vont bouger. Ce qui est important pour nous, chefs d'entreprise, de petites entreprises, commerçants, artisans, entrepreneurs, c'est que nous avons besoin de souplesse, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin qu'en cas malheureusement de retournement de conjoncture, eh bien, on puisse adapter l'entreprise à son environnement. Et nous constatons avec beaucoup de regret qu'autour de certaines annonces qui sont dans ce texte, certains articles, eh bien, il y a une totale désinformation qui a pris une ampleur phénoménale. Lorsqu'on parle de, par exemple, barémiser des indemnités, alors ce n'est pas des indemnités, en fait ce sont des dommages et intérêts, puisque ces dommages et intérêts qui sont aujourd'hui estimés à 15 mois lorsqu'on a 20 ans d'ancienneté viennent en plus des indemnités légales et conventionnelles. Donc dans certaines branches d'activité, c'est plus de 2 ans de salaire. Ce qu'on veut tout simplement, c'est qu'on sache, lorsqu'il faut réduire la voilure, eh bien, où chacun met les pieds, que ce soit du côté du salarié comme du côté de l'employeur, surtout quand c'est une petite entreprise qui souvent est très fragile et n'a pas les capacités financières d'un grand groupe. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque on demande qu'effectivement on puisse retrouver des causes objectives d'un licenciement économique, rendez-vous compte,
4 trimestres consécutifs de baisse de chiffre d'affaires. Vous savez que dans beaucoup de cas, au bout de 2 trimestres, l'entreprise n'existe pas. Donc, tout simplement pouvoir objectiver ces raisons concrètes lorsqu'il faut réduire la voilure, et c'est jamais de gaieté de cœur, puisque dans une entreprise, une petite entreprise de toute petite taille, le patron vit au milieu de ses salariés, il vit avec ses salariés. Et bien souvent, lorsqu'il faut qu'il s'en sépare, c'est un crève-cœur terrible. Donc, de pouvoir, lorsque malheureusement on en est réduit à ce genre d'actes lourds, eh bien, de pouvoir sécuriser l'entreprise pour qu'elle puisse rebondir, comme les salariés. Pour nous, c'est important. Donc, vous avez le sentiment que Manuel Valls est prêt à reculer ces éléments? Ce que nous François sentons, Asselin, pour la CGPME, que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Peut-être une réaction avec vous, Stéphane Marchand. On a entendu effectivement la CGPME, qui représente les petites et moyennes entreprises, rappeler les difficultés au quotidien des entrepreneurs. Comment on trouve un équilibre finalement entre respect des droits des salariés et aussi satisfaction des PME? Il faut de la visibilité. Il faut de la visibilité pour tout le monde. Il faut que les choses soient sur la table. Il faut que l'entrepreneur sache ce qu'il attend. Ouais, Sophie Binet, avant de conclure. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est par exemple qu'on parle du quart des faillites que subissent aujourd'hui les PME qui sont liées au délai de paiement des grands groupes qui ne respectent pas les délais de paiement. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça, par exemple? Tout à fait exact. En quoi est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi est-ce que baisser le taux de rémunération des heures supplémentaires, en particulier pour les salariés à temps partiel qui sont à 80% des femmes et qui sont déjà hyper précaires, en quoi est-ce que baisser leur taux de rémunération comme c'est prévu dans le projet de loi, ça va créer des emplois? Non, je ne crois pas. Le projet de loi, il n'y a que ça. Il y a 140 pages avec une série de reculs la nouvelle de ce copie du type-là. gouvernement. Un mot pour conclure, François Calfon. Une phrase toute simple. Il peut y avoir des évolutions du droit du travail, c'est même d'une certaine manière souhaitable, y compris que la jurisprudence des tribunaux, ça a été dit, n'empiète pas d'une certaine manière sur le besoin de visibilité des salariés et des employeurs. Mais vous ne pouvez pas faire ça de manière unilatérale. Il faut retrouver du gagnant-gagnant. Donc vous dites, et vous avez peut-être raison, que le compte personnel d'activité, c'est pas suffisant. Je vous rappelle quand même, non mais Sophie Binet, moi je vous renvoie à la CGT qui a lancé, c'est peut-être un slogan, renvoyez ça à Monsieur Le Digou, qui a lancé s'il vous plaît, qui a lancé la sécurisation des parcours professionnels. Je termine sur cette phrase en disant que si vous avez des droits nouveaux, je reprends ce que vous dites au passage, la balle au bon, alors des discussions sont possibles, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le gagnant-gagnant n'est pas garanti par le texte en l'état, j'espère qu'il le sera demain. Christian Cambon. Nous, ce que nous demandons, c'est un peu plus de souplesse et un peu plus de lisibilité pour les chefs d'entreprise et singulièrement les petits chefs d'entreprise. Quand mon menuisier à Saint-Maurice veut engager une personne, il faut effectivement qu'il ait une visibilité dans son carnet de commandes, dans la possibilité de s'en dégager si malheureusement il n'y a plus de quoi payer. Il y a le contrat de chantier pour les surtout, votre menuisier, il est mis en difficulté par le dumping numérique, par exemple. Merci d'avoir parlé. Le numérique, malheureusement, c'est pas visé par la loi. Merci. Il est 17h32 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Myriam El Khomri devant le bureau national du Parti socialiste dans moins d'une demi-heure. Maintenant, elle devra affronter les critiques qui émanent de son propre camp sur sa loi jugée trop en faveur du patronat par une partie des frondeurs. Un face-à-face est également attendu entre elle et l'ancienne ministre du Travail, Martine Aubry, auteur il y a 2 semaines d'une tribune au vitriol contre la réforme du Code du travail. Les Calaisiens en colère à Paris, les habitants et les commerçants de cette ville touchés de plein fouet par les crises économiques et migratoires ont défilé sous les fenêtres de Bercy avant d'être reçus à l'Elysée. Ils réclament des mesures pour redorer l'image de leur ville. On en parlera avec notre invité Antoine Ravis, président du Grand Rassemblement pour le Calaisie. Sommet Union Européenne-Turquie, le rendez-vous de la dernière chance pour sortir de la crise des migrants. Et le défi est de taille, il s'agit de fermer la route des Balkans, empruntée par des milliers de demandeurs d'asile, tout en s'assurant du soutien de la Turquie et en aidant davantage la Grèce. Le détail dans un instant. Et pour réagir à tous nos débats, si vous le souhaitez, le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Tam Tranui à Matignon, Oriane Mancini, en direct du siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris, et au Sénat, Saveria Rojek. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. La négociation s'annonce très serrée pour le Premier ministre. Toute la journée, Manuel Valls reçoit les leaders des syndicats pour tenter de trouver une sortie de crise sur la loi El Khomri. Il a promis des améliorations, mais Force ouvrière et la CGT ne veulent pas en entendre parler et exigent le retrait pur et simple du texte. Stéphane Amalian. Écoutez les syndicats pour améliorer le projet de loi. C'est ce qu'a souhaité le gouvernement en recevant aujourd'hui les partenaires sociaux très critiques à l'égard du texte. Il y a des inquiétudes, il y a des interrogations sincères, c'est l'objet.
justement de ces 15 jours que nous avons souhaité avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie, afin de pouvoir concerter avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Une concertation qui vise à ne modifier que certains aspects du projet. Dès son arrivée, Jean-Claude Mailly a fait savoir qu'il en contestait la logique même. Je suis venu pour dire au Premier ministre ce que nous pensons de l'avant-projet de loi, à savoir où, ce qui n'est pas le cas pour le moment, il le suspend, ça veut dire qu'on ne met pas de calendrier, on rediscute de tout et on prend le temps, sinon c'est le retrait. Et si c'est le retrait, ça veut dire qu'on rentre dans un bras de fer. Une position radicale que partage la CGT. On a demandé donc son retrait, une remise à plat du dossier pour pouvoir rediscuter point par point de l'ensemble des questions qui sont posées. Pour la CFTC, le gouvernement se veut conciliant et adopte une posture constructive. Pour l'instant, sur la méthode de travail confiant, quand on vous dit qu'on va vous écouter toute la semaine, qu'on vous transmettra les projets pour pouvoir réagir et les réamender, je pense que c'est une méthode de travail qui nous va bien. Maintenant, on ne peut pas préjuger non plus du projet qui sera mis sur la table le 14. La CFDT a mis en avant sa volonté de négocier, mais presse le gouvernement d'apporter des modifications substantielles au texte. Nous avons été écoutés. Il nous a été dit que la porte était ouverte au dialogue, que des choses pouvaient évoluer, qu'il y avait des espaces. Mais il ne nous a pas été donné de réponse parce que les auditions, entre guillemets, ne sont pas terminées. Mais nous avons redit notre détermination à agir contre les mesures que nous ne voulons pas voir figurer dans ce texte. Et nous avons redit que s'il n'y avait pas d'évolution, la CFDT serait en capacité de se mobiliser. Avec ces 2 jours de négociations, Matignon tente de désamorcer la contestation. La CGT et Force ouvrière appellent toujours à manifester le 9 mars contre le projet de loi El Khomri. Et on continue le décryptage de cet avant-projet de loi El Khomri avec Saveria Rojek qui nous attend toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec la sénatrice socialiste et l'ancienne ministre Nicole Bricq. Nicole Bricq, vous serez demain à Matignon pour un séminaire de travail justement sur le projet de loi El Khomri. Sur quoi concrètement allez-vous tenter d'infléchir Manuel Valls? Écoutez, on en a parlé déjà avec nos collègues députés et une délégation de sénateurs socialistes se rendront bien sûr au séminaire. Le Premier ministre a indiqué les voies de passage, notamment avec les organisations syndicales qui veulent avancer, qui ne se réfugient pas derrière le retrait pur et simple qui n'est pas acceptable. Donc on sait que les 2 principaux points sont le plafonnement des indemnités prud'homales suite au licenciement abusif et puis la définition et surtout les critères du licenciement économique. Alors, pardon, sur les indemnités prud'homales, Manuel Valls visiblement semble toujours contre un retrait complet de ce plafond. C'est ce qu'a déclaré Philippe Louis, le président de la CFTC, au sortir de sa réunion avec le Premier ministre à l'instant. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls a tort justement de ne pas bouger sur... Mais moi, je veux dire que les parlementaires socialistes, sénateurs et députés ont voté dans la loi dite Macron le référentiel des indemnités. Mais cette mesure a été retoquée. Plafond, oui, mais elle a été retoquée, non pas sur son principe, retoquée par le Conseil constitutionnel, mais parce qu'elle introduisait un critère différentiel entre petites et grandes entreprises. L'avant-projet de loi parle d'un seul critère, l'ancienneté. Alors, vous voulez dire que le débat politique sur cette question des indemnités prud'homales a déjà eu lieu? Oui, et la CFDT notamment était en désaccord avec cette mesure, mais elle a été argumentée et elle a été votée en même temps que la réforme prud'homale majeure pour aller plus vite et pour sécuriser davantage les salariés et en même temps pour que les organisations représentatives des patrons aient une plus grande prévisibilité, les entreprises notamment. Donc c'est très difficile de nous dédire. Maintenant, si je comprends bien ce que dit le Premier ministre, ce qu'il a dit dans son interview hier, eh bien, il est prêt effectivement à revoir
les plafonds de manière à ce que les salariés ne se sentent pas grugés. Un des autres points sensibles, un des autres points de crispation majeure, c'est le forfait jour. Cette mesure, le forfait jour, ça pourrait bouger. Cette mesure pourrait être retirée par l'exécutif. Je pense que là-dessus, on peut bouger. C'est pas la mesure essentielle. Pour les syndicats, celle-là. Oui, c'est une des mesures importantes. C'est important, mais tout est important parce qu'on peut aussi parler du travail détaché, illégal. On peut parler de plein de choses. Très concrètement, demain, que direz-vous à Manuel Valls? Je lui dirais qu'il y a des voies de passage. Lesquelles? Je viens de vous en dire une. Je pense qu'il faut sans doute revoir cette espèce de barémisation, qu'elle soit plus favorable aux salariés. Et puis, il y a l'affaire des licenciements économiques. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu des déclarations antérieures, qui ne sont pas anciennes, qui datent du 10 février de Laurent Berger, de la CFDT, il y a le périmètre, on peut trouver d'accord, c'est le groupe au niveau européen, ce qui est déjà pas facile à mettre en œuvre, mais ce sont les critères du licenciement. C'est un sujet délicat, difficile et juridiquement. Le gouvernement lui dit « je veux sécuriser la jurisprudence et donner de la lisibilité aux entreprises et aux salariés ». Ce n'est pas ce que ressentent les organisations syndicales. Donc c'est un vrai sujet délicat. Merci beaucoup Nicole Bricq. Je vous libère car je sais que vous partez tout de suite là pour le bureau national du Parti Socialiste où justement Myriam El Khomri est attendue. Voilà, j'ai été invitée. J'y vais. Très bien, merci. Merci beaucoup, Saveria. On continue notre page consacrée à cette semaine décisive pour le gouvernement avec les consultations qui ont débuté aujourd'hui à Matignon, où nous attend Tam Tranui. Tam, où en est-on dans les consultations? On sait que Manuel Valls reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux sur cette question de la loi El Khomri et d'un rééquilibrage très attendu. Eh bien, depuis ce matin, Manuel Valls a d'abord reçu les syndicats plus ou moins hostiles à la réforme, très hostiles. D'abord, la CGT, Force ouvrière, qui demande le retrait pur et simple du projet de loi. Et puis, il y a aussi eu les syndicats dits réformistes, la CFDT, qui estime, elle, que tout n'est pas à jeter dans le texte. Eh bien, tout à l'heure, c'était au tour du patronat d'être entendu, et notamment la CGPME, les petites et moyennes entreprises représentées par leur patron, François Asselin, avant le MEDEF demain. François Asselin qui s'est donc entretenu pendant 1 heure avec Manuel Valls et qui a obtenu l'assurance que le ministre tenait bien à réformer, que l'équilibre du texte resterait en l'état. Et François Asselin a tout d'ailleurs tenu à rappeler que les petites entreprises et les moyennes entreprises qu'il représente sont extrêmement fragiles, qu'elles ont parfois besoin, je le cite, de réduire la voilure, pas de gaieté de cœur, et qu'elles ont besoin d'être sécurisées pour pouvoir rebondir dans ces moments-là. François Asselin qui a cependant 2 regrets dans ce texte. Tout d'abord que le référendum d'entreprise soit réservé aux entreprises disposant d'une représentation syndicale, ce qui est très rare dans les entreprises de moins de 50 salariés. Également, il craint que l'assouplissement des 35 heures crée des inégalités entre les grandes et les petites et moyennes entreprises qu'il représente. Mais en tout cas, il tient à ce que la réforme se fasse, que l'équilibre du texte reste en l'état. Il s'appuie sur l'expérience des Anglais, des Espagnols ou encore des Allemands qui ont tenu à réformer leur droit du travail. C'est indispensable selon lui pour enfin pouvoir relancer l'emploi et la croissance. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. On continue notre multiplex et on prend la direction de la rue de Solferino à Paris en direct du siège du Parti Socialiste où nous attend Oriane Mancini. Oriane, bonsoir. On sait que Myriam El Khomri est attendue d'ici 30 minutes environ devant le Bureau national. Elle va forcément aborder les points d'achoppement de son avant-projet de loi. Alors quels sont-ils ces points de tension ? Eh bien Delphine, 2 principaux points d'achoppement, des propositions qualifiées de scandaleuses il y a quelques minutes par Pascal Cherki lors de son arrivée à ce bureau national du Parti Socialiste. Première proposition, la définition du licenciement économique pour laquelle une partie de la gauche demande une extension. Et le deuxième point, vous en avez parlé, c'est ce fameux barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement économique. Et sur ce point, on a entendu
la CFDT, depuis ce matin, a annoncé qu'elle ne lâchera pas. Et si l'avis de la CFDT, eh bien, il est important ici au Parti socialiste. Pourquoi? Parce que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé eh bien, qu'il ne voterait pas cette réforme en l'état, mais que le PS calerait sa position sur celle des syndicats réformistes, d'où l'importance de cette position de la CFDT. La CFDT qui était, vous en avez parlé, reçue cet après-midi à Matignon par Manuel Valls, la CFDT qui n'a pas obtenu toutes les réponses de la part du Premier ministre. Eh bien, des réponses, c'est ce qu'attendent ici les membres du Bureau national, des réponses sur au moins une de ces deux questions, me confiait il y a quelques instants un membre de ce Bureau national. Alors certes, le Premier ministre a promis des améliorations sur ces deux points, notamment on se dirige vers une augmentation de ce barème des indemnités prud'homales qui était de 15 mois dans le projet de loi initial. Le Premier ministre qui est encore prêt à faire des efforts sur le compte personnel d'activité, mais si Manuel Valls promet des améliorations, eh bien il n'y aura pas de recul ni de statu quo, et cela va être toute la difficulté de l'exercice auquel va se livrer Myriam El Khomri dans quelques instants devant ce bureau national du Parti socialiste. Trouver le juste équilibre entre la volonté de l'exécutif de réformer et la nécessité de donner des gages à la gauche. Merci beaucoup Oriane, on vous retrouve à 18h bien entendu. Pour la première fois, des Calaisiens à Paris pour dire leur ras-le-bol et leur inquiétude sous les fenêtres de Bercy. La ville subit de plein fouet la crise des réfugiés depuis des années. À cela s'ajoutent d'importantes difficultés économiques. Les habitants et les commerçants se sentent sinistrés. Quentin Calmy. C'est avec ces slogans que les Calaisiens sont arrivés en bus à Bercy. Pour ces restaurateurs, hôteliers et salariés du port de Calais, l'occasion de manifester un ras-le-bol. Depuis l'été dernier, ce restaurateur a perdu un tiers de sa clientèle. Pour défendre nos emplois, pour défendre notre commerce, pour défendre Calais, pour que Calais retrouve un peu une dignité, qu'on n'est pas seulement une terre on est une terre d'asile bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Des manifestants qui, pour la plupart, refusent de blâmer directement les migrants, mais regrettent l'image de Calais donnée dans les médias. Il y a des commerçants qui ne s'en sortent plus parce que les gens ne viennent plus. Avant, on avait une population anglaise qui venait, une population belge, dunkerquoise. Ils ne viennent plus, ils ont peur des migrants. Alors, s'il vous plaît, au niveau de la caméra, quand vous prenez la jungle, vous montrez où elle est par rapport au centre-ville. Et on a une belle plage, on a une belle animation culturelle, on a un joli centre-ville. Et c'est ça qui casse tout. Parmi les revendications, une TVA adaptée à la période de crise. Cette délégation a directement écrit au président de la République et doit être reçue aujourd'hui par le cabinet de François Hollande. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les projets d'avenir comme Calais Port 2015, comme le ferroutage soient mis en route et au plus vite, qu'on finisse de démanteler la jungle dans sa globalité, pas que la partie sud mais aussi la partie nord, qu'on nous aide via un moratoire fiscal pour les entreprises pour qu'on puisse continuer à investir sur Calais et continuer à vivre aujourd'hui. Prochaine étape pour eux, recevoir le président de la République dans leur ville. Et Antoine Ravis, président du Grand Rassemblement pour le Calaisis, est notre invité. Il répond aux questions de Perrine Tarnaud. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Antoine Ravis, merci d'être avec nous. Vous sortez de votre réunion, vous avez été reçu par un certain nombre de conseillers des ministères concernés et de l'Élysée. Qu'est-ce que vous avez obtenu de cette première rencontre? Bonsoir, merci de m'inviter. Je voudrais d'abord vous dire que voilà, ça résume notre mouvement. J'aime Calais. J'aime Calais, voilà. Et on veut montrer... T-shirt, vous auriez dû le mettre à l'antenne. J'aurais pu le porter, je le ferai une autre fois, si vous voulez bien. Mais voilà, ça résume l'esprit de notre mouvement. C'était un mouvement spontané que nous avons créé il y a quelques mois. Nous sommes des Calaisiens, des commerçants, des industriels, des entreprises, les syndicats, le port, la ville, les commerces tous ensemble. Et on veut faire parler de Calais autrement et aussi exprimer notre souffrance. Mais pourquoi? Parce que les pouvoirs publics aussi n'étaient pas des bons interlocuteurs? Non, je n'ai pas dit ça, mais simplement peut-être se rappeler à leurs souvenirs. C'est-à-dire que quand on allume le poste de télévision, la radio, ou quand on tape Calais sur Google, il y a toujours un mot à côté de Calais qui est jungle ou migrants et autres. Et Calais, ça n'est pas ça, évidemment, ça n'est pas que ça. Malheureusement, le problème migratoire, on le subit.
mais nous sommes aussi des Calaisiens dignes et responsables. On veut montrer une image et dire nous souffrons énormément, les commerces, l'industrie souffrent, et nous avons besoin d'un souffle nouveau et de mesures urgentes en faveur de Calais. Alors justement, concernant les mesures urgentes, vous aviez un certain nombre de demandes à faire. Est-ce que vous avez obtenu quelque chose cet après-midi de cette première rencontre? Alors cet après-midi, c'est je trouve déjà un bon pas. Nous avons été reçus par le cabinet du président de la République, de M. Sapin, de M. Macron et de M. Cazeneuve. Donc toutes ces personnes réunies nous ont reçu notre délégation, nous étions 7, et nous avons parlé donc de la problématique de Calais. Aujourd'hui, nous avons donc eu la confirmation du lancement de la ligne de ferroutage entre Calais et Perpignan. C'est pour le 29 mars, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est porteur d'emploi et pour nous c'est essentiel aussi pour le développement du port et de son économie. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes actuels non plus. Non, mais cette ligne aurait dû être lancée il y a 2 mois et elle n'a pas été lancée pour des problèmes liés à la sécurité. Et là on s'est dit, par ricochet, voilà, nous sommes les victimes de la situation migratoire et ça ne peut pas durer parce qu'on est déjà très très fragile et demain on va s'effondrer si ça ne fait rien. Ouais. Le deuxième point, c'était la confirmation du démantèlement de la jungle. On ne peut pas laisser des migrants vivre dans de telles conditions, on ne peut pas laisser cette zone de non-droit où sévissent les activistes, les no-borders, les réseaux mafieux, on sait très bien, ça ne peut pas durer. En plus, vous, votre revendication, c'est le démantèlement total de cette oui, il faut jungle. donner des conditions de vie décentes, correctes, aux migrants. Ils n'ont rien demandé, en tout cas pas à vivre dans la boue et dans des conditions inhumaines. Et le troisième point, la troisième annonce qui est très importante, qui nous a été faite par le cabinet du président de la République et par Bercy, c'est la création dès demain d'une cellule d'urgence. Une cellule d'urgence, ça fait suite à notre question sur le moratoire fiscal que nous demandions pour l'industrie et le commerce de Calais et du Calaisie. Vous n'avez pas encore obtenu ou vous avez eu déjà des avancées? Alors, on a tenu d'avancée par la création de cette cellule, c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'elle sera mise en place dès demain. Il y aura une antenne, c'est un guichet unique en fait, il y aura une antenne en sous-préfecture et toutes les entreprises et commerces de Calais pourront accéder à ces services par un moyen très simple. On aura demain les détails, par une adresse mail ou par un numéro de téléphone. Il suffira de retirer un formulaire, de remplir les cases et d'adresser le dossier qui sera examiné très très rapidement. Donc pour une baisse éventuelle de cotisation, par exemple, baisse de fiscalité Bien sûr, une baisse de cotisation, voire une exonération totale ou partielle de l'impôt, une remise totale ou partielle de l'impôt. À voir. Ce qui est important aussi, c'est de changer ce que vous avez dit tout à l'heure, l'image de Calais. Est-ce que là, vous avez eu des annonces faites par ces différents conseillers ministériels sur, par exemple, la relance d'un plan de tourisme autour de Calais? Non, mais le sujet a été évoqué évidemment très, très longuement, puisque nous avons travaillé pendant près de 2 heures avec l'État tout à l'heure. C'était une première réunion. On s'est mis d'accord sur les axes sur lesquels il faut travailler aujourd'hui. Et nous allons nous revoir dans les 15 jours, 3 semaines et continuer. Effectivement, le tourisme, rétablir l'image de Calais, c'est très important. Notamment auprès des médias anglais qui ont fait fuir un peu tous les touristes anglais qui étaient très importants à Calais. Oui, absolument, oui, ça joue. Enfin, les médias dans leur ensemble, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus se tromper. Les Britanniques, les citoyens britanniques sont nos amis. Ce sont eux qui font vivre l'économie locale ou qui l'ont fait vivre. Aujourd'hui, on n'en voit plus dans les rues. C'est extrêmement dommageable. Il faut les faire revenir. Et François Hollande, une visite à Calais, c'est aussi une de vos revendications. Est-ce que sur ce point, vous avez obtenu quelques précisions? C'était clairement une de nos revendications. Il nous avait confirmé qu'il viendra à Calais. Je ne sais pas quand exactement, dans les mois à venir. Place, non, il est venu... Mais on vous a dit qu'il allait venir, là, cet après-midi? Il est venu tout près de Calais, dans d'autres villes. On nous a confirmé qu'il viendrait bien à Calais, mais sans date précise. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Antoine Ravis d'avoir été cet après-midi notre invité. Et donc, j'imagine que vous allez bien sûr poursuivre votre collectif. Absolument, c'est moi qui vous remercie. Merci Antoine Ravis, merci Perrine. Et l'accueil d'ailleurs des premiers réfugiés à Grande-Synthe, un camp de migrants aux normes internationales, le premier du genre en France. Vous le voyez sur ces images. Il a ouvert ses portes sans le soutien de l'État, alors que se tient aujourd'hui un sommet Europe-Turquie qualifié de rendez-vous de la dernière chance pour trouver une sortie à la crise des migrants. Paris et Berlin misent sur le soutien de la Turquie et se disent prêts à soutenir davantage la Grèce. Nathalie Guilloire. Encore un sommet de la dernière chance, avec pour objectif réduire l'arrivée des migrants en Grèce. Au centre de discussion, la Turquie, c'est elle qui serait la clé de cette crise migratoire. Dès son arrivée à Bruxelles, François Hollande demande à Ankara de tenir ses promesses. Il faut qu'il y ait aussi des engagements de la Turquie par rapport à la lutte contre les passeurs. Et ça suppose aussi que la Turquie puisse avoir des conditions de réadmission, c'est-à-dire reprendre un certain nombre de migrants
qui sont partis de Turquie et sont allés vers l'Europe. Aujourd'hui, la Turquie accueille sur son territoire près de 2,5 millions de migrants. Présente à la table des négociations, Ankara tente d'imposer ses conditions. Ce sommet montre à quel point la Turquie est indispensable à l'Union européenne et l'Europe à la Turquie. Nous avons beaucoup de défis devant nous et le seul moyen de les relever est la solidarité. Pour réduire l'afflux des migrants, une piste est évoquée, la fermeture de la route des Balkans, un point sensible qui ne fait pas l'unanimité. Il ne s'agit pas de fermer quoi que ce soit, mais de trouver une solution durable avec la Turquie. Pour trouver une solution, l'Union européenne doit s'unir. C'est déjà le deuxième sommet en moins de 4 mois. Une aide de 3 milliards a été versée à la Turquie, mais le plan d'action signé avec Ankara tarde à se concrétiser. Et à noter que la Turquie a demandé à l'Union européenne 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire d'ici 2018 pour régler cette crise migratoire. Dans le reste de l'actualité, confusion au sommet de l'État sur l'avenir de Fessenheim. Selon Emmanuel Cos, la ministre écologiste du logement, la plus vieille centrale nucléaire française cessera bien son activité fin 2016, contrairement à ce qu'envisage François Hollande et Ségolène Royal. Un cafouillage qui interroge sur l'évolution de la politique énergétique française. Jordan Klein. C'était une des promesses de François Hollande. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Depuis, la fermeture de Fessenheim est un vrai casse-tête pour le gouvernement. La centrale fêtera ses 40 ans l'année prochaine, durée de vie maximum autorisée en France. Mais Ségolène Royal souhaite entamer la procédure de fermeture d'ici fin juin pour un arrêt total en 2018. Une déclaration qui témoigne d'un cafouillage dans le gouvernement quand ce matin les ministres écologistes affirment le contraire. Le président de la République s'est engagé à fermer Fessenheim d'ici la fin 2016. C'est ça la date. La fin 2016, la fin de cette année-là. Oui, Fessenheim sera fermé d'ici la fin 2016. Reprenez les déclarations. Mais vous y croyez-vous? Pas d'ici fin 2016. Moi, j'ai toujours cru à la parole présidentielle sur Emmanuel. Mais François Hollande n'est plus de cet avis. En septembre dernier, il a déclaré que la centrale du Haut-Rhin ne fermerait pas en 2016, dû au retard pris dans la construction de l'EPR de Flamanville. Les Verts dénoncent ces nouveaux réacteurs qui seraient beaucoup trop coûteux. L'EPR est une impasse économique et industrielle et commerciale. C'est Vous dites ça en tant que membre du gouvernement? Oui, je le dis et je l'assume. Triplement du coût de Flamanville. Le réacteur finlandais, on ne sait pas où on en est parce que même maintenant les Finlandais veulent faire des recours contre le constructeur. La centrale de Fessenheim se trouve à la limite de la frontière bavaroise et inquiète outre-Rhin. La semaine dernière, les Allemands se sont immiscés dans les débats. Ils réclament sa fermeture le plus vite possible et pointent du doigt un incident de 2014 qui avait provoqué l'arrêt des réacteurs. À la veille de la journée de la femme remise de prix, aujourd'hui au Sénat, en faveur d'associations qui viennent en aide aux femmes battues, isolées et en situation de grande précarité, je vous propose à ce propos d'écouter Chantal Jouanneau, sénatrice UDUC et présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Elle répondait aux questions de Géraldine Bavoilo. On observe que beaucoup de femmes sont très présentes dans des associations et par contre on les retrouve très peu dans un engagement politique. Donc c'est important pour nous de valoriser justement l'activisme féminin des femmes dans des associations pour dire ouais, elles participent à la République. Et alors aujourd'hui il y a une barrière pour la politique mais elles participent à la République et il y a une femme qui a dit je suis une petite fille de la République donc pour moi venir ici c'est le sommet, c'est exactement ce qu'on cherche. Ça va les aider dans leur implantation locale, ça va les aider à être écoutés par les élus et les autorités locales. Ça aide forcément, ça va les aider à être écoutés par leurs pairs aussi, c'est-à-dire les autres femmes, et peut-être à inciter d'autres femmes à faire pareil. Bientôt 18h sur Public Sénat, je vous propose de réécouter Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui doit défendre sa loi, son avant-projet de loi devant les syndicats. On l'écoute à l'issue des premières consultations ce matin à Matignon. Nous avons eu des débats francs, directs, constructifs, avec, je pense, une unanimité sur le fait qu'il faut que notre pays puisse réformer son droit du travail. Il n'y a pas, bien sûr, d'unanimité sur les réponses à y apporter. Néanmoins, il y a des propositions qui sont portées par les organisations syndicales qui visent justement à renforcer la protection des salariés. Ces propositions, au-delà de l'avant-projet, elles se portent aussi, bien sûr, sur le compte personnel d'activité et nous y sommes tout à fait sensibles, notamment sur la question de la formation professionnelle des personnes les moins qualifiées de notre pays, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi.
Nous allons continuer ce cycle de concertation pendant les 3 jours. Nous avons aussi un séminaire demain avec certains parlementaires et puis nous irons la semaine prochaine faire une restitution devant l'ensemble des partenaires sociaux à la fois pour trouver les pistes d'amélioration dans le sens d'une meilleure protection des salariés et puis amender ce qu'il doit être amendé à ce stade. Bientôt 18h sur Public Sénat. Merci si vous nous rejoignez en direct. Tout de suite, le rappel des titres. Myriam El Khomri devant le bureau national du PS. Elle doit affronter les critiques qui émanent de son propre camp sur sa loi jugée trop en faveur du patronat par une partie des frondeurs. Un face-à-face est attendu entre elle et l'ancienne ministre du Travail, Martine Aubry, auteur il y a 2 semaines d'une tribune au vitriol contre la réforme du Code du travail. C'est une semaine décisive qui s'annonce pour la loi travail. L'exécutif a 2 jours pour déminer le terrain des contestations avant la mobilisation prévue mercredi. Manuel Valls promet des améliorations au projet, mais sa marge de manœuvre s'annonce réduite alors que Force ouvrière et la CGT semblent s'engager dans un bras de fer avec le gouvernement et exigent toujours le retrait du texte. Nouvelle polémique autour du nucléaire français avec la confusion gouvernementale sur la fermeture de Fessenheim et le débat sur la prolongation des autres centrales. Le tout dans un contexte financier incertain d'EDF et d'Areva. Décryptage et débat à suivre. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner dans notre multiplex jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct, Tam Tranui et Oriane Mancini, mais aussi Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence avec Oriane Mancini, toujours en direct du siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris. Oriane, est-ce que Myriam El Khomri est arrivée devant le Bureau national? Quand même lance. Hein? Oriane, vous êtes en direct, est-ce que la ministre est arrivée? Oui, Delphine, Martine Aubry qui vient tout juste de faire son entrée ici à Solferino. Martine Aubry qui a annoncé qu'elle était là pour faire des propositions, qu'elle était là pour débattre. On est dans un parti de débat, alors nous allons débattre, a-t-elle déclaré. Et du débat, il va y en avoir ici lors de ce bureau national puisque Christian Paul, l'un des frondeurs, lui a déclaré il y a quelques minutes à son arrivée qu'il demandait purement et simplement le retrait de ce texte. Il n'y aura pas de négociation du côté des frondeurs. Ils veulent le retrait de ce texte pour prendre le temps de mieux réécrire ce texte. Ces 2 positions, elles sont l'illustration d'un parti socialiste qui est divisé sur ce texte. Il montre les différentes lignes de fracture que provoque ce projet de loi El Khomri au sein du Parti socialiste. Même les tenants de la ligne social-démocrate, les partisans de Manuel Valls, attendent des améliorations. L'un des tenants de cette ligne me confiait il y a quelques minutes attendre des réponses à des questions. Les questions ici, elles, sont simples. Elles concernent 2 points de ce projet de loi. Premier point, la définition du licenciement économique. Le deuxième point, le barème des indemnités prud'homales. Même si Manuel Valls a promis des améliorations sur ce point, les socialistes attendent des réponses que devra leur fournir Myriam El Khomri, la ministre du Travail qui vient tout juste de faire son entrée ici dans la cour de Solferino. Le bureau national va donc pouvoir commencer. Merci beaucoup Oriane pour votre analyse. Et je vous propose tout de suite de revenir sur les points de tension de cet avant-projet de loi travail et sur lesquels le gouvernement pourrait revoir sa copie avec Audrey Vuitez. Manuel Valls veut tenir ses promesses. Le projet de loi El Khomri sera bien amendé à l'issue d'un marathon de concertation et c'est le ministre de l'économie qui le fait savoir. Et le Premier ministre aura l'occasion lundi prochain de rendre compte justement des améliorations qui auront été décidées à l'issue de ces échanges. En sortant de réunion, Philippe Louis, président de la CFTC, syndicat dit réformiste, a le sourire. 2 points ont de bonnes chances d'être améliorés. Tout d'abord, la barémisation des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Le projet de loi prévoit une indemnisation en fonction de l'ancienneté avec un plafond fixé à 15 mois de salaire, mais le gouvernement est prêt à lâcher du lest.
Ce qui a été évoqué, c'est de bouger ce qui a été proposé par rapport au barème. On a plaidé pour le retrait, voire pour avoir un barème indicatif. Bon, aucune porte n'est fermée. Deuxième point de discussion, le licenciement économique. Pour l'instant, le texte prévoit d'évaluer les difficultés d'une entreprise sur le plan national. Mais les syndicats craignent que les multinationales n'en profitent pour licencier en France alors qu'elles restent bénéficiaires à l'étranger. Là, clairement, il y a aussi une ouverture. Donc, le projet de loi est rédigé de telle sorte où, à la limite, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que demain, il y aura effectivement à pouvoir aller voir la situation économique d'un groupe. Reste maintenant au gouvernement à œuvrer sans froisser le patronat, qui a déjà mis en garde contre un affadissement de la réforme. Dans le reste de l'actualité, pour la première fois, des Calaisiens à Paris pour dire leur ras-le-bol et leur inquiétude sous les fenêtres de Bercy. La ville subit de plein fouet la crise des réfugiés depuis des années. À cela s'ajoutent d'importantes difficultés économiques. Les habitants et les commerçants se sentent sinistrés. Quentin Calmé. C'est avec ces slogans que les Calaisiens sont arrivés en bus à Bercy. Pour ces restaurateurs, hôteliers et salariés du port de Calais, l'occasion de manifester un ras-le-bol. Depuis l'été dernier, ce restaurateur a perdu un tiers de sa clientèle. Pour défendre nos emplois, pour défendre notre commerce, pour défendre Calais, pour que Calais retrouve un peu une dignité, qu'on n'est pas seulement une terre on est une terre d'asile bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Des manifestants qui, pour la plupart, refusent de blâmer directement les migrants, mais regrettent l'image de Calais donnée dans les médias. Il y a des commerçants qui ne s'en sortent plus parce que les gens ne viennent plus. Avant, on avait une population anglaise qui venait, une population belge, dunkerquoise. Ils ne viennent plus, ils ont peur des migrants. Alors, s'il vous plaît, au niveau de la caméra, quand vous prenez la jungle, vous montrez où elle est par rapport au centre-ville. Et on a une belle plage, on a une belle animation culturelle, on a un joli centre-ville. Et c'est ça qui casse tout. Parmi les revendications, une TVA adaptée à la période de crise. Cette délégation a directement écrit au président de la République et doit être reçue aujourd'hui par le cabinet de François Hollande. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les projets d'avenir comme Calais Port 2015, comme le ferroutage soient mis en route et au plus vite, qu'on finisse de démanteler la jungle dans sa globalité, pas que la partie sud mais aussi la partie nord, qu'on nous aide via un moratoire fiscal pour les entreprises pour qu'on puisse continuer à investir sur Calais et continuer à vivre aujourd'hui. Prochaine étape pour eux, recevoir le président de la République dans leur ville. Confusion au sommet de l'État sur l'avenir de Fessenheim. Selon Emmanuel Cos, la ministre écologiste du logement, la plus vieille centrale nucléaire française cessera son activité fin 2016, contrairement à ce qu'envisagent François Hollande et Ségolène Royal. Un cafouillage qui interroge sur l'évolution de la politique énergétique française. Jordan Klein. C'était une des promesses de François Hollande. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Depuis, la fermeture de Fessenheim est un vrai casse-tête pour le gouvernement. La centrale fêtera ses 40 ans l'année prochaine, durée de vie maximum autorisée en France. Mais Ségolène Royal souhaite entamer la procédure de fermeture d'ici fin juin pour un arrêt total en 2018. Une déclaration qui témoigne d'un cafouillage dans le gouvernement quand ce matin les ministres écologistes affirment le contraire. Le président de la République s'est engagé à fermer Fessenheim d'ici la fin 2016. C'est ça la date. La fin 2016, la fin de cette année-là. Oui, Fessenheim sera fermé d'ici la fin 2016. Reprenez les déclarations. Mais vous y croyez-vous? Pas d'ici fin 2016. Moi, j'ai toujours cru à la parole présidentielle sur Emmanuel. Mais François Hollande n'est plus de cet avis. En septembre dernier, il a déclaré que la centrale du Haut-Rhin ne fermerait pas en 2016, dû au retard pris dans la construction de l'EPR de Flamanville. Les Verts dénoncent ces nouveaux réacteurs qui seraient beaucoup trop coûteux. L'EPR est une impasse économique et industrielle et commerciale. C'est vous dites ça en tant que membre du gouvernement? Oui, je le dis et je l'assume. Triplement du coût de Flamanville. Le réacteur finlandais, on ne sait pas où on en est parce que même maintenant les Finlandais veulent faire des recours contre le constructeur. La centrale de Fessenheim se trouve à la limite de la frontière bavaroise et inquiète outre-Rhin. La semaine dernière, les Allemands se sont immiscés dans les débats. Ils réclament sa fermeture le plus vite possible et pointent du doigt un incident de 2014 qui avait provoqué l'arrêt des réacteurs. Et on ouvre
pour le second débat de ce Sénat 360 sur cette nouvelle polémique autour de l'avenir du nucléaire en France avec mes invités sur ce plateau. Michel Rivasi, bonsoir. Vous êtes député européenne Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous. J'accueille également Maurice Mazière. Bonsoir. Vous êtes membre de la Société française d'énergie nucléaire. Sur ce plateau également avec nous Thomas Porcher. Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business. Vous êtes auteur du livre 20 idées reçues sur l'énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Romain Bizet, économiste, bonsoir, à l'École des mines ParisTech. Vous avez travaillé notamment sur la régulation de la sûreté nucléaire. Michel Rivasi, est-ce que la France, finalement, on le voit aujourd'hui, a les moyens de ses ambitions nucléaires? La France n'a plus beaucoup de moyens, puisque vous avez vu que le dernier rapport de la Cour des comptes dit qu'il faudrait investir 100 milliards d'euros d'ici 2030 pour remettre en état les réacteurs nucléaires post-Fukushima, puisqu'il y a eu de nouvelles normes, qu'en même temps, elle doit investir en Angleterre. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu la démission du directeur financier par rapport à 2 EPR qu'on appelle Hinkley Point, 15 milliards d'euros, qu'en même temps, elle est attaquée parce qu'elle n'a pas mis assez d'argent pour le démantèlement des centrales. Et là, la déclaration de Ségolène Royal de dire il faut augmenter la durée de vie des centrales de 40 à 50 ans, ça a mis le feu aux poudres d'un point de vue européen. Condition que l'ASN donne son feu vert. Bien sûr, mais l'ASN aussi râle parce qu'ils n'ont pas assez de moyens humains pour contrôler toutes les centrales nucléaires. Donc on est dans une impasse totale et on a en plus la loi de la transition énergétique qui disait qu'il faut réduire de 75 à 50% la part de l'électricité nucléaire. Donc on se dit, mais quand est-ce qu'on va fermer des centrales? Pour l'instant, aucune n'est annoncée. Alors Maurice Mazière, est-ce qu'on est vraiment à un tournant aujourd'hui de la politique énergétique française, notamment en ce qui concerne le nucléaire? Non, je pense qu'il y a une continuité. Je voulais juste revenir sur un point qu'a soulevé Mme Rivasi. En fait, c'est 55 milliards, le coût du grand carénage. Oui, mais pas la Cour des comptes. La Cour des comptes dit 100 milliards. Si vous permettez que je termine. Didier Migaud s'est exprimé là-dessus et il a dit que les chiffres étaient en parfaite cohérence, puisqu'en fait, ce n'est pas la même période qui est prise. 2025, la Cour des comptes milliards, va jusqu'en 2030. 100 milliards, ça 2030, fait quand même 50 milliards. Et il ajoute les frais d'exploitation qui ne sont pas comptés dans les 55 milliards. Donc d'abord, les chiffres sont parfaitement cohérents. Et les 55 milliards, c'est bien le coût estimé par EDF pour le grand carénage. Alors après, effectivement, EDF aura des choix à faire. Effectivement. Est-ce qu'elle va privilégier plutôt le rallongement de la durée du parc ou plutôt le projet Hinkley Point? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui appartient aussi, comment dirais-je, à l'État, puisque le principal actionnaire de On voit bien EDF, qu'il y a des inquiétudes et des visions différentes, notamment au sein de la direction d'EDF. On l'a vu, on le soulignait avec la démission du directeur financier. Oui, mais c'est pour ça que je mets un peu en parallèle cette idée qui est étudiée depuis longtemps par EDF de rallonger le parc. Et là, il y a un vrai enjeu quand même économique, parce que les centrales ont été construites pour une durée de 40 ans. Ça veut dire qu'elles sont amorties au bout de 40 ans, et que donc chaque fois que vous prolongez la durée de vie, ne serait-ce de quelques années, eh ben, effectivement, c'est du cash qui rentre. Et quand on connaît le coût que représente l'investissement dans le coût pour les prolonger. Et oui, mais qui n'a rien à voir avec le coût d'investissement initial. Et une centrale, ça rapporte 1 million par jour. Une tranche qui fonctionne, c'est 1 million par jour. Thomas Porcher, c'est vrai que le nucléaire, ça coûte cher, mais fermer et démanteler aussi, finalement. Oui, mais alors là, on voit très bien que EDF est sorti du 440, les bénéfices ont été divisés par 3, Areva va mal. Il faut quand même s'interroger sur l'avenir de la filière nucléaire de manière générale. Et quand on regarde l'avenir, où sont les parts de marché à prendre? En France, on est le pays le plus nucléarisé au monde, il n'y a plus de parts de marché à prendre. En Europe, on a des objectifs de développement des renouvelables. On a l'Allemagne qui sort du nucléaire. Aux États-Unis, ils sont sur le gaz de schiste. En Asie, le Japon, depuis Fukushima, n'est plus trop dans le nucléaire. Donc il y a quoi? Il reste quoi? La Chine, les Émirats arabes unis comme débouché extérieur. Et EDF est en concurrence avec d'autres géants du nucléaire. Et à mon avis, vu ce qui se passe, on ne va pas donner beaucoup de contrats à EDF. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça en disant, voilà, on va dans le nucléaire, on maintient en vie les centrales 10 ans de plus, ça coûte quelque chose, sachant qu'il va falloir quand même les démanteler, qu'il y aura le démantèlement, à un moment il va falloir le faire, et que donc quelqu'un va le payer. Si ce n'est pas nous, c'est les générations futures. Ou est-ce que l'on fait exactement ce qu'on a fait avec EDF pour le nucléaire, sauf qu'on le fait pour un autre type d'énergie, les énergies renouvelables, un État stratège fort, une direction forte, et on y va massivement, mais dans les énergies renouvelables, comme le général de Gaulle l'a fait avec le nucléaire. Oui, Romain Bizet, est-ce qu'effectivement ça peut précipiter peut-être la nouvelle politique énergétique française qui prévoit de réduire de 75 à 50% la part de l'atome dans la production d'électricité d'ici à 2050? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut rappeler, c'est que on a, là, dans les 5 prochaines années, il y a 24 réacteurs nucléaires qui vont arriver à cette barrière des 40 ans.
Et on pose beaucoup la question de Fessenheim, mais un an après Fessenheim, il y a les centrales du budget qui ont été mises en service. Un an après, il y a celle de Gravelines. Et celle du Et on voit Tricastin. d'ailleurs Et on pose que la question Suisse de qui Fessenheim. demande aujourd'hui la fermeture du budget. Et donc pourquoi ne pas laisser EDF et l'ASN déterminer quels sont les réacteurs qui doivent être arrêtés à 40 ans et ceux dont la prolongation peut valoir le coup, justement. On avait demandé la liste des réacteurs, hein, parce que normalement, les critères, c'est quoi? La vétusté, parce que plus un réacteur vieillit, plus il y a des risques d'accident. C'est la sûreté le critère numéro 1. Mais tout à fait, mais c'est lié à la vétusté, peut avoir parce un que la impact sur la vétusté est sûreté, liée à l'état de la cuve, Pas automatiquement. est liée à l'enceinte. Et ce que je voulais rajouter, c'est que, grosso modo, si on veut mettre aux normes les anciens réacteurs, on compte à peu près 1,3 milliard par réacteur. Donc deux choses l'une, comme disait M. Porcher, soit on correspond aux objectifs de l'Europe, c'est-à-dire 23% d'énergie renouvelable en 2020 et 32% en 2030. À l'heure actuelle, avec le choix, vous voyez, du renouvellement de 40 à 50 ans, sans dire on va arrêter un certain nombre de réacteurs, parce que autant l'argent qu'on doit investir sur les vieux réacteurs, il ne faut pas le mettre là, il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Donc on est en contradiction avec la loi d'orientation énergétique qu'on a votée au Parlement. Et sur Fessenheim, Michel Rivasi, pardon, peut-être un mot, on sait quand même que, il y a cette promesse de fermer la centrale. Alors, il y a cette promesse, mais il faut anticiper parce que, vous voyez, moi je discute pas mal avec les salariés du nucléaire. Eux, ils disent, oui, mais si vous fermez Fessenheim, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? On n'est pas des pro-nucléaires, nous, on veut avoir un emploi. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est que ça se prépare une fermeture. Ça fait des années, depuis que Hollande est président de la République, on lui dit, il faut arrêter, vous l'avez promis en 2016, Fessenheim, mais en même temps, il faut développer les énergies renouvelables qui procurent beaucoup plus d'emplois, si vous voulez, que le nucléaire en tant que tel. Et puis, il y a les pays frontaliers. Parce que tu dis, l'Allemagne sort du nucléaire, mais la Suisse aussi. Et puis, vous avez le Luxembourg. La Suisse a des centrales qui sont plus vieilles vieilles que les les nôtres. Oui, mais je vous signale qu'elle a décidé de sortir elles ont 45 ans aujourd'hui. Vous avez elles tournent l'Italie toujours qui sans a limitation. La Suisse, Maurice Mazir nous demande de fermer le budget. Oui, mais c'est très hypocrite comme position. Il y a 5 ou 6 réacteurs en Suisse, il n'y en a pas beaucoup, mais vous en avez 3. Le réacteur de Mühlenberg et 2 réacteurs à Busenau qui ont 45 ans. Et la Suisse n'a jamais parlé de durée d'exploitation ni de fermeture. Et je peux vous dire que je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient fait la moitié de ce qui a été fait sur les centrales nucléaires. Alors comment expliquez-vous finalement cette demande de la part de Genève? Je pense que c'est relayé effectivement par des organisations non gouvernementales qui veulent faire du bruit en France. Ouais. Mais c'est bien pas seulement en France, mais aussi Thomas en Porcher, Suisse. quelle analyse faites-vous de ces attaques, de ces demandes de plus en plus pressantes, on l'a dit, à la fois de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, notamment qui s'inquiètent sur la sécurité de nos installations? Bien sûr, quand on pense nucléaire, on pense à la France, hein, on est le pays le plus nucléarisé au monde. La sécurité, la sûreté nucléaire, c'est un bien public mondial. Alors aujourd'hui, on va augmenter la durée de vie de nos centrales de 50 ans, on va vérifier que ça marche bien, 60 ans. Et qu'est-ce qu'on va dire demain aux pays émergents quand ils ont, eux, des centrales low cost, hein, et qui vont vouloir augmenter la durée de vie en disant « vous avez fait la même chose que nous ». Qu'est-ce qu'on va leur dire dans 20 ans? On aura montré quel exemple? Mais pourquoi low cost? Pourquoi low cost? Parce que vous savez très bien qu'au niveau international, il n'y a pas des normes de sécurité. Et que certaines normes de sécurité sont... Il n'y a pas de normes de sécurité internationales. Mais il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il y a des guides fournis par la IEA qui visent à fédérer... Mais il n'y a aucune norme obligatoire au niveau international. Parce que vous ne pouvez pas les imposer à des pays. Parce que les États-Unis ont refusé, la Chine a refusé, certains pays ont refusé. Mais il y a des mécanismes qui font que les autorités de sûreté, effectivement, donc on n'a pas du tout les mêmes normes. Donc il y a des centrales qui ont des normes inférieures aux nôtres dans la sûreté et qui pourront, selon leurs critères à eux, les augmenter de 20 ans en nous disant vous avez fait la même chose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant? Donc ça c'est une question, il faut bien comprendre qu'il y a une géopolitique, nucléaire. Maintenant en France, on est en surcapacité, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Lévy, on est en surcapacité. Donc si on maintient ces centrales 10 ans ou 20 ans de plus, clairement on bloque la substitution par les énergies renouvelables et ça c'est un vrai problème. Ouais. Romain Bizet, alors sur cette question effectivement de surcapacité telle qu'elle a été décrite par le président, directeur général d'EDF. Pour répondre à M. Porcher, on a l'objectif de long terme fixé par la loi de transition énergétique, c'est de passer de 75% à 50% de nucléaire dans le mix électrique français. On peut faire ça en fermant certaines centrales, en prolongeant d'autres et en laissant ainsi des places pour le nucléaire, pour les renouvelables. L'énergie renouvelable, oui. Et je ne vois pas en quoi il y a une telle opposition entre le nucléaire et les renouvelables. Si on ferme certains réacteurs, on laisse de la place pour les renouvelables, on n'est pas obligé de descendre super vite à 50%. Sauf que les déclarations du président d'EDF qui est de dire, il a dit je fermerai aucune centrale
au moins pendant 10 ans. Vous avez la déclaration de Ségolène qui dit on va augmenter la durée de vie, mais sans annoncer la fermeture. Donc les gens n'ont plus confiance. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on nous fait là? On a les pays frontaliers qui sortent du nucléaire. Et pourquoi ils râlent? Parce qu'ils ont des centrales qui sont à leurs frontières. Et ils se disaient, si on va fermer les centrales, ben on va fermer le budget parce qu'elle est très vieille. On va fermer Cattenom aussi. Cattenom, il y a de gros problèmes puisqu'ils ne sont plus aux nouveaux standards. Et les gens sont très inquiets. Donc la France fait courir un risque sur le plan européen, si vous voulez, par rapport à la sûreté nucléaire. Parce que la sûreté nucléaire, elle est maintenant européenne et non pas seulement nationale. Maurice Mazières, quand on entend aussi, Jean-Vincent Placé, qui dit que l'EPR est une impasse économique, industrielle et commerciale, il enterre ces projets d'EPR? Non, parce que des EPR, d'abord, ils sont construits quelques-uns dans le monde. Bon, il y a le finlandais, on ne va pas y revenir, on a connu quelques déboires. Il y en a 2 qui sont en construction en Chine, qui ont été construits parfaitement dans les délais, donc Taishan 1 et Taishan 2, et qui démarreront sans doute les premiers, enfin au moins pour Taishan 1, qui a été construit sous maîtrise d'œuvre EDF. Je le rappelle, le second a été construit sous maîtrise d'œuvre chinoise. Et puis derrière, il y a Flamanville qui va quand même arriver en 2017, puisque les premiers essais sont prévus sur Flamanville. Donc, il y a des soucis, il y a des retards qui s'accumulent sur la question de Flamanville. Il y a des retards qui se sont accumulés pour des problèmes techniques et parce que l'autorité de sûreté joue son rôle. C'est très important. Mais je vous dis, effectivement, la Finlande, on est en train d'en sortir. Il y a des discussions au plus haut niveau pour sortir de l'impasse essentiellement économique. Les essais ont démarré, je dirais, en Finlande. Et je vous dis, sur les 2 réacteurs chinois, ils fonctionnent. Donc, c'est pas une filière qui doit être enterrée. Alors, moi, je vais en contradiction avec ce que vous dites, puisque même EDF à l'heure actuelle dit cet EPR ne marche pas. Il est trop gros, il est trop coûteux, et dans les autres pays, ils ne choisissent pas ça. Et moi, j'ai un problème sur le plan européen. Parce que comme l'EPR, c'est une vraie catastrophe financière et technologique, eh bien, ils se tournent sur des réacteurs russes. Maintenant, c'est les réacteurs Rosatom. Et quand vous discutez avec les Hongrois, les Polonais, même les Ukrainiens qui veulent repartir dans le nucléaire malgré l'accident de Tchernobyl, eh bien, ils choisissent ce réacteur qui est en low cost. Justement, c'est des réacteurs, si vous voulez, qui n'ont pas les mêmes normes de sûreté que nos réacteurs, si vous voulez, donc quand même. Donc, il vaut mieux construire des EPR dans ces pays. Eh bien non, puisque l'EPR, c'est aussi un fiasco. Et donc, je sais que maintenant, ils choisissent des nouveaux EPR. EDF est en train de construire, d'échafauder des plans d'un nouvel OPR qui serait moins gros. EPR nouveau modèle. Oui. Nouveau modèle. Et donc, ça veut dire que c'est un échec, cet EPR, soi-disant, de 3e génération. Donc, c'est une impasse commerciale et industrielle. Je reprends les propos de Jean-Vincent Placé. Il faut arrêter tous les projets. Non, mais je pense qu'il faut progressivement avoir une vision de long terme. L'énergie dans laquelle on investit aujourd'hui, c'est celle qu'on consommera dans 40 ans. Donc on ne peut pas avoir une logique rapide, décidée comme ça. On doit vraiment avoir un point de vue vraiment sur du long terme. Et là, franchement, ce que l'on voit comme situation, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas avoir je trouve que vous avez un peu une vision enchantée quand vous dites, voilà, il y a le nucléaire d'un côté. Le nucléaire, dans l'état où il est actuel, soutenu très fortement quand même par l'État, on ne peut pas dire qu'à côté de ça peuvent se développer les renouvelables. C'est faux. Quand vous soutenez le nucléaire, vous empêchez les renouvelables de se développer, clairement. Et la première opposition, je veux dire, on n'est pas sur un même niveau de jeu entre les renouvelables et le nucléaire. On a eu un monopole EDF qui a été pendant 40 ans, qui s'est construit via le nucléaire, qui est soutenu par l'État. Et de l'autre, vous avez des nouvelles entreprises qui créent des ENR. Et vous pensez que ça va arriver comme ça, comme si c'était un combat. Parce que ça leur il y a des tarifs d'obligation d'achat qui rendent ces énergies. C'est des mécanismes qui les font pénétrer dans le marché, mais qui les bloquent dans un. Non, la CSPE. Mais la CSPE coûte des milliards. Si on avait construit le nucléaire comme ça, il n'existerait pas aujourd'hui. Si on avait construit le nucléaire via des mécanismes de marché, on n'aurait pas de centrale nucléaire en France, vous le savez très bien. On l'a construit par une volonté politique très forte et on y a été très fortement. On y a été très fortement. Aujourd'hui, les mécanismes de soutien sont des mécanismes pour permettre aux renouvelables de pénétrer le marché, mais de ne pas s'imposer. Et c'est pour ça que le bilan énergétique mondial et même le bilan énergétique de la France, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au bilan énergétique qui avait une dizaine d'années, parce que finalement, les renouvelables ont un peu pénétré le marché, mais ne sont pas développés. Romain Bizet, on sait que pour rester compétitif, il faut aussi maîtriser le coût de cette énergie nucléaire. On voit bien la situation endettée d'EDF, d'Areva, les incertitudes, on le disait, autour de l'avenir de ces EPR. Est-ce qu'on peut toujours continuer à dire que l'énergie nucléaire permettra d'avoir une électricité à bas prix? Alors, je pense que
il faut reconnaître qu'en effet, les coûts des EPR, notamment sur le chantier français et finlandais, vont pas dans ce sens-là. Maintenant, comme vous l'avez souligné, il y a d'autres technologies réacteurs. On n'est pas forcément les leaders sur ces technologies-là. Il y a des réacteurs peut-être plus petits, moins coûteux. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça la solution, mais ça peut pas permettre. Il y a aujourd'hui 70 réacteurs en construction dans le monde, quand même. Oui, mais donc c'est loin d'être une technologie qui est abandonnée. Et comment dire, il y a des tas de projets qui avancent, que ce soit effectivement en Russie. Bon, les États-Unis n'ont pas fermé la porte non plus. Si vous comptez les pays qui ont vraiment fermé la porte, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc c'est l'Allemagne, c'est l'Italie. Bon, la Suisse, effectivement, c'est très hypocrite. Oui, il y a l'Autriche, mais enfin, ils n'en ont jamais eu. Par contre, ils consomment l'énergie nucléaire des Suisses. Pourquoi EDF va si mal et Areva aussi alors? Dans ce cas-là, si tout va bien. Non, mais attendez, je ne vous ai pas dit que tout allait bien. Je dis qu'il y a 70 réacteurs qui se construisent dans le monde et qu'au niveau international, c'est une filière, en particulier pour répondre aux objectifs de la COP21, qui est tout à fait légitime. Au même titre que les renouvelables, il ne faut pas les opposer. Avec des coûts sur le coût. Parce que c'est vrai que quand on entend nos ministres, à chaque fois c'est le coût est pas cher, etc. Oui. Sauf que c'est un coût qui a été argument en faveur du nucléaire. Imposé. Quand on regarde de près, regardez le carénage des centrales pour qu'elles soient au standard post-Fukushima. Donc ça veut dire qu'il va falloir réinvestir dans les vieux réacteurs. Quand on voit le coût du démantèlement... EDF a prévu une enveloppe pour ça. Alors, 50 milliards version EDF 2025, 100 milliards version Cour des comptes. Mais il y a toute la problématique du démantèlement. Et là-dessus, que dit l'Europe? Elle dit la France n'a pas assez approvisionné des comptes, on est à 57%. L'Allemagne est à peu près 80%. Donc c'est contradictoire, il vaut mieux finalement maintenir l'ouverture de Fessenheim alors, si ça coûte trop cher de la démanteler. Attendez, ce que je vous dis, c'est que le coût de l'électricité nucléaire n'est pas le vrai coût. Parce qu'il faut tenir compte du démantèlement, il faut tenir compte de la gestion des déchets. Regardez CIGEO, ce centre d'enfouissement des déchets, 35 milliards. Ça nous coûte une fortune. Alors de deux choses une, moi je suis assez d'accord, il y a incompatibilité entre le nucléaire et le développement des énergies renouvelables, beaucoup plus large que ce qu'on voit sur le photovoltaïque, l'éolien, etc. Quand je vois, moi, l'innovation en Allemagne, même s'il y a des centrales, vous allez me sortir les centrales au charbon. Mais il y a une innovation sur les énergies renouvelables qui est extraordinaire. Et il y a une source d'emploi incroyable. Alors que nous, on nous dit, c'est pas cher le nucléaire. Mais regardons tous les coûts cachés liés au nucléaire. Et d'ailleurs, même le président d'EDF demande à ce qu'on augmente le prix de l'électricité parce qu'ils ne s'en sortent plus. Ils ont sous-évalué et sous-investi dans les réacteurs. Donc maintenant, c'est sûr que ça coûte très très cher. Thomas Porcher, cher ou pas cher le nucléaire? Si, sur le nucléaire, avec le PR, on le voit et tout le monde le dit, là, les coûts sont croissants. De l'autre côté, vous avez les renouvelables où les coûts sont décroissants. Donc les courbes vont finir par se croiser si elles ne se croisent pas déjà. Donc on voit bien que là où est-ce qu'il faut investir là où la pente est décroissante et là où il y a des parts de marché à prendre. La vraie idée qu'il faudrait avoir, c'est de faire justement d'EDF, qui est un bel outil, avant qu'il ne meure et qu'il soit racheté par le contribuable, parce qu'on ne le laissera jamais mourir, le contribuable le rachètera, on le sait très bien. Mais avant qu'il tombe complètement et qu'il soit dans la situation d'Areva, il faut vraiment avoir une stratégie de long terme et le réorienter pour en faire la première compagnie mondiale des renouvelables. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de les opposer. Je veux dire, on peut très bien réaliser un mix énergétique entre les... Non, mais pourquoi? Je veux dire, le jour où la France aura effectivement 50% de nucléaire, comme la loi théoriquement le prévoit, et qu'on aura 50% de renouvelables, on sera dans une situation très confortable. Le problème, c'est ne précipitons pas les choses. Pourquoi précipiter les choses si on a la possibilité, en renouvelant 1,3 milliard pour renouveler une centrale, c'est rien du tout. Je dirais, mais c'est rien du tout. Ça se récupère à 1 million par jour. Mais 1,3 multiplié par 58 réacteurs, ça fait beaucoup. J'ai jamais dit qu'il fallait prolonger. J'ai jamais dit qu'il fallait prolonger les 40 réacteurs, les 58 réacteurs. Madame la députée, vous avez parlé des coûts cachés du nucléaire, mais pour parler justement du financement du projet CIGEO, en prolongeant certaines centrales, on se donne 10 ans de plus pour justement financer ce projet. D'ailleurs, à mon avis, ces 35 milliards nous pèseront beaucoup moins lourd sur notre économie si on laisse certaines centrales. Je ne dis pas qu'il faut toutes les prolonger, mais en prolongeant certaines, on retarde de 10 ans cet investissement qui sera un mur bien plus... Et dans 10 ans, on reparlera du plan de 60 ans. Oui, mais on aura eu 10 ans de plus pour provisionner. Et avec les coûts qui auront augmenté, etc. Non, arrêtons. N'excusons pas les provisions qui n'ont pas été faites en disant maintenant il faut... Vous vous rendez compte quand même? Attendez, sur les provisions, puisque vous citez la Cour des comptes sur les provisions, vous savez très bien que la Cour des comptes s'est prononcée sur le sujet. Le coût des déchets et le coût du démantèlement, il est complètement marginal
dans le prix du kilowattheure et du mégawattheure. Il est Michel complètement Rivasi, on marginal. arrive bientôt au terme de Donc, si ce vous voulez, débat. même si on Pour s'est conclure, est-ce que trompé vous par un croyez facteur 2, vraiment à la fermeture de Fessenheim d'ici à la fin du quinquennat de François Hollande, quand on sait que l'ASN doit aussi rendre son rapport en 2018? Alors, l'ASN, quel que soit, si vous voulez, l'état du réacteur, à mon avis, il ne va pas se situer là-dessus. Vous voyez, on ne peut pas compter sur l'ASN, puisqu'ils avaient déjà demandé d'investir sur ce réacteur. Vous remettez en cause finalement Donc c'est une décision mode politique. de fonctionnement, oui. L'engagement de Hollande, c'était fermeture en 2016. En plus, on s'aperçoit que maintenant, on a l'Allemagne, le Luxembourg, etc., qui disent il faut arrêter cette centrale. Elle est la plus vieille, donc la plus à risque. Et en plus, en cas de catastrophe naturelle, d'inondation, elle est très mal placée par rapport au canal du Rhin. Donc, en plus, vis-à-vis aussi des séismes. Donc, je dis, fermons-la. Mais j'aurais voulu un calendrier de fermeture. On n'a toujours pas ce calendrier de fermeture. Vous l'avez Donc, voilà. via la La planification demande, elle est en fonction des gens. Il faut que les gens nous soutiennent. Il faut qu'ils aillent se mobiliser. Il faut qu'ils aillent manifester pour dire... Respectez vos engagements, fermons Fessenheim. On voit clairement, on est à un tournant de la politique énergétique du gouvernement. Exactement, et c'est au gouvernement d'indiquer la ligne, c'est pas à l'ASN. L'ASN regarde la sûreté, c'est tout, c'est son rôle, la sûreté. Elle dit si, et même s'il y a sûreté, c'est au gouvernement à donner une ligne. Fermer des centrales, il faut avoir une vision quand même de long terme, ça ne se décide pas comme ça d'une année sur l'autre. Donc une vision du politique. Romain Bizet, pour conclure, en un mot. L'année dernière, la loi de transition énergétique a fixé un cadre sur comment ces décisions doivent être prises. Et donc l'année prochaine paraîtra la planification pluriannuelle de l'énergie par laquelle le gouvernement peut donner ce calendrier de fermeture des centrales, peut donner ses objectifs de long terme à EDF. Et c'est là qu'on aura vraiment ce calendrier et c'est ça qu'il faut attendre. Donc on attend la prochaine PPE, peut-être pour conclure. Tout à fait. Non, mais effectivement, on a oublié de rappeler qu'il n'y a que deux façons d'arrêter un réacteur. Enfin, arrêter au sens de le fermer définitivement, c'est soit une décision de l'autorité de sûreté, c'est pas vrai, soit une décision de l'exploitant lui-même. Alors l'exploitant, il se trouve qu'il a un actionnaire majoritaire, c'est l'État. Alors, est-ce que l'État jouera son rôle ou pas? Enfin, pour le moment, M. Lévy s'est prononcé en disant, moi, j'appliquerai la loi. Le jour où Flamanville aura démarré, je serai obligé d'arrêter un réacteur. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h, votre rendez-vous. On va plus loin. Très bonne soirée et à demain.